Ça, c'est ce qu'on te répète depuis l'école, depuis les documentaires du dimanche soir, depuis les livres de vulgarisation scientifique que tu as feuilletés un jour dans une librairie. Mais ce chiffre, cette comparaison rassurante qu'on utilise pour te donner une vague idée de l'immensité cosmique, est en réalité une simplification grotesque. Une simplification qui cache quelque chose de bien plus troublant. Parce que la vérité, c'est que personne, absolument personne sur cette planète, ne sait combien d'étoiles existent réellement. Et les estimations les plus récentes, celles qui commencent à peine à émerger des télescopes de dernière génération, suggèrent que le nombre réel pourrait être tellement supérieur à tout ce qu'on avait imaginé que ça remet en question notre place dans l'univers d'une manière que très peu de gens sont prêts à accepter. Ce soir, on va plonger dans 3 mystères qui sont directement liés à ce nombre vertigineux. Premièrement, pourquoi les astronomes ont-ils dû multiplier par 10, puis par 100, puis encore par 10 leurs estimations du nombre d'étoiles au cours des 20 dernières années? Et pourquoi ce processus n'est probablement pas terminé? Deuxièmement, ce que ce nombre implique en termes de violence cosmique, parce que chaque étoile est une bombe thermonucléaire en sursis. Et quand on commence à comprendre combien il y en a, on réalise que l'univers est un champ de bataille permanent d'une brutalité inimaginable. Et troisièmement, la question la plus dérangeante de toutes, si les étoiles sont aussi nombreuses, si les planètes qui les entourent te comptent en trillions de trillions, alors pourquoi le silence? Pourquoi personne ne nous a jamais contactés? Pourquoi l'univers, malgré son abondance obscène, semble désespérément vide de toute intelligence autre que la nôtre? Tu vas découvrir quelque chose ce soir qui va changer la façon dont tu regardes le ciel nocturne. Quelque chose qui, une fois compris, ne peut pas être oublié. Et je te préviens, c'est le genre de réalisation qui te quittera le sommeil. Si tu es fasciné par les mystères du cosmos, abonne-toi. Le voyage commence maintenant. Alors, parlons de ce qu'on croit savoir. Le chiffre qu'on entend le plus souvent, celui qui circule dans les manuels scolaires, dans les articles de presse, dans les vidéos de vulgarisation, c'est environ 200 milliards d'étoiles. 2 suivi de 23 zéros. En notation scientifique, on écrit ça 2 fois 10 puissance 23. C'est un nombre tellement grand que le cerveau humain est incapable de le conceptualiser. On peut l'écrire, on peut le prononcer, mais on ne peut pas le comprendre, pas vraiment. C'est comme essayer d'imaginer l'infini. Le mot existe, mais l'expérience mentale correspondante, elle, n'existe pas. Ce chiffre vient d'un calcul relativement simple en apparence. On estime le nombre de galaxies dans l'univers observable, puis on estime le nombre moyen d'étoiles par galaxie, et on multiplie. Pendant des décennies, les astronomes ont travaillé avec une estimation d'environ 200 milliards de galaxies, chacune contenant en moyenne 100 milliards d'étoiles. 200 milliards fois 100 milliards, ça donne notre fameux 2 fois 10 puissance 23. Simple, propre, rassurant dans sa précision apparente. Mais voilà le problème. Ce calcul repose sur des hypothèses qui se sont révélées les unes après les autres dramatiquement fausses. La première hypothèse, c'est qu'on peut voir toutes les galaxies. Or, on ne peut pas. L'univers observable, cette sphère de 93 milliards d'années-lumière de diamètre centrée sur nous, ne représente qu'une fraction de l'univers total. Et même à l'intérieur de cette sphère, nos télescopes ne détectent qu'une partie des galaxies qui s'y trouvent. En 2016, une étude dirigée par Christopher Consellis de l'Université de Nottingham a analysé les données du télescope spatial Hubble et est arrivée à une conclusion stupéfiante. Le nombre de galaxies dans l'univers observable n'était pas de 200 milliards, mais d'au moins 2000 milliards, 10 fois plus. D'un seul coup, sans prévenir, le nombre d'étoiles estimé a été multiplié par 10. Et personne n'en a fait la une des journaux pendant plus d'une journée. Mais même cette correction était probablement insuffisante. Parce que l'étude de Consellis se basait sur des modèles mathématiques qui extrapolaient à partir des galaxies visibles pour estimer celles qui étaient trop petites, trop lointaines ou trop faibles pour être détectées. Et ces modèles eux-mêmes contenaient des incertitudes considérables. La marge d'erreur n'était pas de 10 ou 20%, elle était d'un facteur 2, 3, peut-être même 5, ce qui signifie que le nombre réel de galaxies pourrait être de 10 000 milliards, ou plus. La deuxième hypothèse problématique,
c'est le nombre moyen d'étoiles par galaxie. 100 milliards, c'est une moyenne commode, mais c'est une moyenne qui masque une diversité extraordinaire. La Voie lactée, notre propre galaxie, contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles selon les estimations. Déjà, une fourchette qui varie d'un facteur 4, ce qui montre à quel point même les comptages locaux sont imprécis. Mais certaines galaxies géantes, comme IC 1101, contiennent probablement plus de 100 000 milliards d'étoiles. 100 000 milliards. C'est 1000 fois plus que la Voie lactée. Et ces galaxies monstres, on commence seulement à comprendre à quel point elles sont fréquentes. À l'autre bout du spectre, il y a les galaxies naines, des objets minuscules contenant parfois seulement quelques millions d'étoiles. Et ces galaxies naines sont probablement bien plus nombreuses que les grandes galaxies spirales et elliptiques. Certains modèles suggèrent qu'il pourrait y avoir des centaines de galaxies naines pour chaque grande galaxie. Le problème, c'est qu'elles sont extrêmement difficiles à détecter. Elles sont petites, faibles, souvent cachées derrière des nuages de poussière ou noyées dans la lumière de galaxies plus brillantes. Chaque année, on en découvre de nouvelles, même dans notre propre voisinage cosmique. En 2024, des équipes utilisant les données du télescope spatial James Webb ont identifié des dizaines de galaxies naines ultra faibles, à des distances où on ne pensait pas pouvoir en détecter. Et chacune de ces galaxies, aussi petite soit-elle, contient des millions d'étoiles qui n'étaient dans aucun décompte précédent. La troisième hypothèse, et peut-être la plus problématique de toutes, c'est qu'on peut extrapoler ce qu'on voit à ce qu'on ne voit pas. L'univers observable, rappelons-le, est limité par la vitesse de la lumière et l'âge de l'univers. La lumière des objets situés au-delà de cette frontière n'a tout simplement pas eu le temps de nous atteindre. Mais l'univers ne s'arrête pas à cette frontière. Il continue. Et selon les modèles cosmologiques les plus acceptés, l'univers total pourrait être immensément plus grand que l'univers observable. Certaines estimations, basées sur les mesures de la courbure de l'espace par le satellite Planck, suggèrent que l'univers total pourrait être au moins 250 fois plus grand en rayon que l'univers observable. Si c'est le cas, le volume total serait des millions de fois supérieur, et le nombre d'étoiles qu'il contient dépasserait tout ce que nos chiffres actuels peuvent capturer. On parle alors de nombres qui n'ont même plus de nom dans le langage courant. Mais attendons. Restons dans l'univers observable. Restons dans ce qu'on peut, en théorie, mesurer. Même là, les surprises ne cessent de s'accumuler. En 2021, une étude publiée dans The Astrophysical Journal a utilisé des données combinées de plusieurs télescopes pour estimer le fond de lumière cosmique, c'est-à-dire la quantité totale de lumière produite par toutes les étoiles de l'univers observable au cours de son histoire. Le résultat était troublant. Il y avait plus de lumière que ce que pouvait expliquer le nombre d'étoiles estimées. Significativement plus. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer cet excès. Des étoiles orphelines, éjectées de leur galaxie et flottant dans l'espace intergalactique, invisibles à nos télescopes parce qu'elles ne sont associées à aucune structure reconnaissable. Des populations d'étoiles très anciennes, formées dans les premiers milliards d'années de l'univers, que nos instruments ne peuvent pas résoudre individuellement. Ou simplement le fait que nos estimations du nombre d'étoiles sont trop basses, peut-être d'un facteur 2 ou 3, peut-être plus. Et puis, il y a eu le James Webb. Ce télescope, lancé en décembre 2021 et devenu pleinement opérationnel en 2022, a été conçu pour voir plus loin et plus clairement que tout ce qui l'avait précédé. Et dès ses premières observations en profondeur, il a révélé quelque chose que personne n'attendait vraiment. Des galaxies massives, remplies d'étoiles, existant déjà quand l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Des galaxies qui, selon les modèles de formation stellaire acceptés, n'auraient pas dû exister si tôt. Des galaxies qui contenaient des milliards d'étoiles, à une époque où, pensait-on, l'univers commençait à peine à assembler ses premières structures. Cette découverte a envoyé une onde de choc à travers la communauté astrophysique, parce qu'elle signifie l'une de deux choses. Soit les étoiles se forment beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait, ce qui implique que le nombre total d'étoiles formées au cours de l'histoire cosmique est bien plus élevé que nos modèles ne le prédisèrent. Soit nos modèles de formation des galaxies sont fondamentalement incorrects,
ce qui remet en question la base même de nos estimations. Dans les deux cas, le nombre d'étoiles dans l'univers observable augmente, peut-être modestement, peut-être dramatiquement. Voilà donc la version officielle. Et voilà comment elle s'effondre. On nous dit 200 milliards de milliards. Et ce chiffre est peut-être faux d'un facteur 10, 100 ou 1000. On nous dit qu'on a une bonne idée du nombre de galaxies, et on découvre qu'il y en a 10 fois plus que prévu. On nous dit qu'on comprend comment les étoiles se forment, et le James Webb nous montre des galaxies impossibles à l'aube de l'univers. Chaque nouvelle observation, chaque nouvel instrument, chaque nouvelle analyse repousse le nombre d'étoiles vers le haut, jamais vers le bas. Toujours plus grand, toujours plus vertigineux. Et il y a un détail supplémentaire que très peu de gens mentionnent. Un détail qui transforme cette question de comptage en quelque chose de profondément déstabilisant. C'est le fait que la plupart de ces étoiles sont déjà mortes. La lumière que nous recevons des galaxies les plus lointaines a voyagé pendant des milliards d'années. Les étoiles que nous voyons dans ces galaxies n'existent peut-être plus. Elles ont peut-être explosé en supernova il y a des milliards d'années, dispersant leurs éléments dans l'espace, donnant naissance à de nouvelles étoiles que nous ne pouvons pas encore voir, parce que leur lumière ne nous a pas encore atteints. Ce que nous observons, ce n'est pas l'univers tel qu'il est, c'est l'univers tel qu'il était, un fantôme lumineux, une photographie d'un passé révolu. Ce qui signifie que le nombre d'étoiles qui existent en ce moment même, à cette seconde précise, est fondamentalement inconnaissable. On peut estimer combien il y en avait à différentes époques cosmiques. On peut modéliser les taux de naissance et de mort stellaires, mais on ne peut pas dire avec certitude combien d'étoiles brillent en ce moment dans l'univers. C'est une question à laquelle la science, dans son état actuel, est incapable de répondre. Et c'est là que ça commence à devenir vraiment troublant. Parce que quand on accepte que le nombre d'étoiles est non seulement gigantesque, mais aussi fondamentalement incertain, quand on accepte que chaque nouvelle observation repousse ce nombre vers des sommets toujours plus élevés, on commence à entrevoir quelque chose. Quelque chose qui ne concerne plus l'astronomie. Quelque chose qui concerne notre place dans tout ça, notre signification, ou notre absence de signification. Mais la réalité est beaucoup plus sombre que ce que ces chiffres seuls peuvent révéler. Parce que derrière chaque étoile, il y a une histoire de violence. Derrière chaque point lumineux dans le ciel, il y a une explosion nucléaire continue, une mort programmée, une destruction à venir. Et quand on commence à multiplier cette violence par le nombre d'étoiles qui existent, on obtient une vision de l'univers qui n'a rien de poétique, rien de rassurant, rien de beau, au sens où on entend habituellement ce mot. L'univers n'est pas un jardin paisible parsemé de lumière scintillante. C'est un enfer nucléaire d'une échelle que l'esprit humain refuse de concevoir. Et on est en plein milieu. Mais avant d'aller là, il faut d'abord comprendre ce que sont réellement ces étoiles. Pas la version simplifiée des manuels scolaires. Pas les jolies illustrations avec des rayons jaunes et un sourire dessiné dessus. Non. Ce qu'elles sont vraiment. Comment elles naissent, comment elles vivent, et surtout, comment elles meurent. Parce que c'est dans la mort des étoiles que se cache la véritable terreur de leur nombre. Et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Quand on regarde le ciel par une nuit claire, loin des lumières de la ville, on peut voir environ 5000 étoiles à l'œil nu. 5000 points de lumière dispersés sur la voûte céleste. C'est tout ce que nos yeux peuvent capter. 5000 sur des milliards de milliards de milliards. C'est comme ramasser un grain de sable sur une plage et prétendre connaître le désert du Sahara. C'est comme goûter une goutte d'eau et prétendre comprendre l'océan. La disproportion est tellement énorme qu'elle en devient absurde. Et pourtant, même ces 5000 étoiles visibles suffisent à créer un sentiment d'émerveillement. Elles suffisent à nous faire lever la tête, à nous faire sentir petits, à nous faire poser des questions. Imagine maintenant ce que tu ressentirais si tu pouvais voir toutes les étoiles. Si tes yeux pouvaient capter chaque photon émis par chaque étoile de l'univers observable. Le ciel ne serait plus noir. Il n'y aurait plus d'obscurité entre les étoiles. Chaque point de la voûte céleste serait occupé par une source de lumière. Le ciel entier brillerait d'une blancheur aveuglante, uniforme, insoutenable. C'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Olbers.
formulée pour la première fois au XIXe siècle par l'astronome allemand Heinrich Wilhelm Olbers. Si l'univers est infini et contient un nombre infini d'étoiles, alors, dans chaque direction où l'on regarde, notre ligne de vue devrait éventuellement rencontrer la surface d'une étoile. Le ciel nocturne devrait être aussi brillant que la surface du Soleil. Le fait que le ciel soit noir la nuit est lui-même un indice cosmologique profond. Il nous dit que l'univers n'est pas infini en âge, ou pas infini en taille, ou les deux. Il nous dit que la lumière de la plupart des étoiles n'a pas eu le temps de nous atteindre. Il nous dit que l'univers a un commencement, un passé fini, une histoire qui a débuté il y a 13,8 milliards d'années. L'obscurité du ciel nocturne n'est pas une absence, c'est une révélation. C'est la preuve que nous vivons dans un univers jeune, en expansion, où la lumière est encore en route. Mais cette même obscurité cache un nombre d'étoiles si vaste que si elles étaient toutes visibles, la nuit n'existerait plus. On parlait de ce chiffre, 200 milliards de milliards, et de comment il a été révisé à la hausse encore et encore. Mais il y a un aspect de cette révision que je n'ai pas encore mentionné, et qui est peut-être le plus fascinant de tous. C'est la question des étoiles que nous ne pouvons littéralement pas voir. Non pas parce qu'elles sont trop loin, mais parce qu'elles sont intrinsèquement invisibles. Je parle des naines rouges. Ces étoiles représentent, selon les estimations les plus récentes, environ 70 à 80% de toutes les étoiles de l'univers. 7 étoiles sur 10, voire 8 sur 10, sont des naines rouges. Et pourtant, pas une seule d'entre elles n'est visible à l'œil nu depuis la Terre. Pas une seule. Elles sont trop petites, trop froides, trop faibles. Même Proxima Centauri, la naine rouge la plus proche de nous, située à seulement 4,2 années-lumière, est invisible sans télescope. L'étoile la plus proche de notre système solaire après le Soleil, et on ne peut pas la voir. Ce que ça signifie, c'est que l'univers que nous voyons, même avec nos meilleurs télescopes, est dominé par les étoiles les plus brillantes, les plus spectaculaires, les plus rares. Les géantes bleues, les supergéantes rouges, les étoiles massives qui brûlent leur combustible en quelques millions d'années avant d'exploser. Ces étoiles sont les vedettes du cosmos, mais elles sont une minorité absolue. L'immense majorité des étoiles sont des petites flammes discrètes, presque invisibles, qui brûlent lentement, patiemment, pendant des centaines de milliards d'années, voire des milliers de milliards d'années pour les plus petites d'entre elles. Et quand on dit des milliers de milliards d'années, il faut s'arrêter un instant pour réaliser ce que ça implique. L'univers a 13,8 milliards d'années. Les plus petites naines rouges ont une durée de vie estimée à plus de 10 000 milliards d'années. Ce qui signifie qu'aucune naine rouge née depuis le Big Bang n'est encore morte. Pas une seule. Toutes les naines rouges qui ont jamais existé existent encore. Elles sont toutes là, quelque part, brûlant faiblement dans l'obscurité, accumulant leur nombre au fil des milliards d'années sans jamais en perdre une seule. C'est un détail qui change radicalement la façon dont on pense au nombre d'étoiles. Parce que pour les étoiles massives, le nombre que nous voyons à un moment donné est un équilibre entre les naissances et les morts. Des étoiles naissent, des étoiles meurent, le nombre reste à peu près stable. Mais pour les naines rouges, il n'y a que des naissances, pas de morts. Le nombre ne fait qu'augmenter continuellement, inexorablement, depuis 13,8 milliards d'années. Chaque naine rouge qui s'est allumée depuis l'aube de l'univers brûle encore. Et il s'en allume de nouvelles chaque jour. Voilà la véritable ampleur du problème. Ce n'est pas juste que le nombre d'étoiles est grand, c'est qu'il ne cesse de croître, alimenté par une catégorie d'étoiles qui refusent de mourir. Pour comprendre pourquoi le nombre d'étoiles dans l'univers est si vertigineux, il faut d'abord comprendre comment une étoile naît. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la naissance d'une étoile n'est pas un événement délicat, poétique, gracieux. C'est un acte de violence gravitationnelle d'une brutalité extraordinaire. C'est l'un des processus les plus violents de la nature. Et il se produit en ce moment même, à cet instant précis, dans des milliers d'endroits à travers notre seule galaxie. Tout commence avec un nuage moléculaire géant. Ces nuages sont des structures colossales de gaz et de poussière qui flottent dans l'espace interstellaire. Certains d'entre eux sont si grands qu'ils pourraient engloutir des systèmes solaires entiers.
Le nuage moléculaire d'Orion, par exemple, s'étend sur environ 24 années-lumière de diamètre et contient assez de matière pour former des dizaines de milliers d'étoiles. Sa masse totale est estimée à environ 2000 fois celle du Soleil. Et ce n'est qu'un nuage parmi des millions dans la Voie lactée. À l'intérieur de ces nuages, la température est incroyablement basse. On parle de moins 260 degrés Celsius, à peine quelques degrés au-dessus du zéro absolu. À ces températures, les molécules de gaz, principalement de l'hydrogène moléculaire, se déplacent très très lentement. Le nuage est relativement stable, maintenu en équilibre entre sa propre gravité qui tend à le comprimer et la pression thermique du gaz qui tend à le dilater. C'est un équilibre fragile, extrêmement fragile. Et il suffit d'un rien pour le briser. L'onde de choc d'une supernova voisine, la collision avec un autre nuage, les forces de marée gravitationnelles exercées par le passage à proximité d'un bras spiral de la galaxie. Parfois même, la pression de radiation exercée par les étoiles massives proches. N'importe lequel de ces événements peut créer une perturbation locale de densité à l'intérieur du nuage. Une région légèrement plus dense que ses voisines. Et à partir de ce moment, le processus devient irréversible. La région dense attire gravitationnellement le gaz environnant. Plus elle accumule de matière, plus sa gravité augmente. Plus sa gravité augmente, plus elle attire de matière. C'est un emballement gravitationnel, une cascade positive qui transforme une légère inhomogénéité en un effondrement catastrophique. Le gaz commence à tomber vers le centre de la perturbation, accélérant de plus en plus. En tombant, il se comprime. En se comprimant, il chauffe. La température monte, la pression monte, la densité monte. Au centre de cet effondrement, un noyau compact se forme. On l'appelle une protoétoile. Mais ce n'est encore qu'un embryon. La protoétoile continue d'accréter de la matière, d'absorber le gaz et la poussière qui tombe sur elle. Elle grossit, elle chauffe. Sa température centrale grimpe de quelques dizaines de degrés à des milliers, puis des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers de degrés. Et à un moment précis, quand la température au cœur de la protoétoile atteint environ 10 millions de degrés Celsius, quelque chose de fondamental se produit. Les noyaux d'hydrogène, ces protons nus dépouillés de leurs électrons par la chaleur extrême, commencent à fusionner. 4 protons se combinent pour former un noyau d'hélium, et dans le processus, une infime fraction de leur masse est convertie en énergie selon la célèbre équation d'Einstein. E égale mc au carré. La masse convertie est minuscule, à peine 0,7% de la masse totale des protons impliqués. Mais la vitesse de la lumière au carré est un nombre tellement gigantesque que même cette fraction infime produit une quantité d'énergie phénoménale. L'étoile s'allume. La fusion thermonucléaire commence. Et elle ne s'arrêtera plus pendant des millions, des milliards ou des milliers de milliards d'années selon la masse de l'étoile. Voilà comment naît une étoile, dans la violence et la compression, dans l'effondrement et la chaleur. C'est un processus qui prend entre 100 000 et quelques millions d'années selon la masse de l'étoile finale. Et ce qui est crucial pour notre sujet, c'est que ce processus ne produit presque jamais une seule étoile. Les nuages moléculaires géants ne s'effondrent pas pour former un seul objet, ils se fragmentent. La turbulence à l'intérieur du nuage crée des dizaines, des centaines, parfois des milliers de perturbations de densité simultanées. Chacune de ces perturbations s'effondre indépendamment, formant sa propre protoétoile. Le résultat est un amas stellaire, une famille d'étoiles nées ensemble au même endroit à partir du même matériau. L'amas des Pléiades, visible à l'œil nu dans la constellation du Taureau, est un exemple relativement modeste. Il contient environ 1000 étoiles, nées ensemble il y a environ 100 millions d'années. Mais certains amas de formation stellaire sont bien plus prolifiques. La nébuleuse de la Tarentule, située dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite de la Voie lactée à environ 160 000 années-lumière de nous, est la région de formation stellaire la plus intense connue dans notre voisinage cosmique. Elle a produit des centaines de milliers d'étoiles au cours des derniers millions d'années, dont certaines des étoiles les plus massives jamais observées, des monstres de plus de 100 fois la masse du Soleil, des étoiles tellement lumineuses qu'elles émettent en une seconde autant d'énergie que le Soleil en plusieurs mois. Et la nébuleuse de la Tarentule n'est qu'une région de formation stellaire parmi d'innombrables autres.
Dans la Voie lactée seule, on estime qu'il se forme entre 3 et 7 nouvelles étoiles par an. Ça peut sembler modeste, mais rapporté à l'échelle cosmique et à l'histoire de la galaxie, ça représente des centaines de milliards d'étoiles formées au cours de ces 13 milliards d'années d'existence. Et la Voie lactée n'est pas particulièrement prolifique. Certaines galaxies, qu'on appelle des galaxies à sursaut de formation stellaire ou starburst galaxies, forment des étoiles à un rythme 100, 1000, voire 10 000 fois supérieur. La galaxie HARP 220, résultat de la collision de deux galaxies, est située à environ 250 millions d'années-lumière. Forme des étoiles à un rythme estimé à plus de 1000 masses solaires par an. 1000 soleils créés chaque année. C'est l'équivalent de plusieurs étoiles par jour, chaque jour, sans interruption, depuis des millions d'années. Quand on multiplie ce genre de taux de formation par le nombre de galaxies dans l'univers observable, on obtient un chiffre qui donne le vertige. Des estimations prudentes suggèrent qu'environ 4800 nouvelles étoiles s'allument chaque seconde dans l'univers observable. Chaque seconde. Le temps que tu termines cette phrase, plusieurs dizaines de nouvelles étoiles auront commencé à briller quelque part dans le cosmos. Le temps que tu finisses d'écouter cette partie, des dizaines de milliers de nouvelles étoiles seront nées. Des étoiles que personne ne verra jamais. Des étoiles qui n'ont pas de nom, pas d'observateurs, pas de témoins. Des étoiles qui brûleront seules dans le noir pendant des milliards d'années avant de mourir dans l'indifférence cosmique la plus totale. 4800 étoiles par seconde. C'est le rythme de la création cosmique. Et ce rythme dure depuis 13,8 milliards d'années. Ce qui signifie que le nombre total d'étoiles qui ont existé au cours de l'histoire de l'univers est bien supérieur au nombre d'étoiles qui existent à un moment donné. Parce que beaucoup d'entre elles, surtout les plus massives, sont déjà mortes. Elles ont brillé, elles ont explosé, elles ont dispersé leurs éléments et elles ont disparu. Remplacées par de nouvelles étoiles, formées à partir de leurs cendres. Le cosmos recycle, il ne gaspille rien. Les atomes qui composent ton corps ont été forgés dans le cœur d'étoiles qui ont existé et qui sont mortes bien avant que le soleil ne s'allume. Chaque atome de carbone dans tes cellules, chaque atome de fer dans ton sang, chaque atome d'oxygène dans tes poumons a été synthétisé par fusion nucléaire dans le cœur d'une étoile massive, puis libéré dans l'espace par l'explosion de cette étoile. Tu es littéralement fait de poussière d'étoiles mortes. Mais revenons aux chiffres. Si 4800 étoiles naissent chaque seconde, combien cela fait-il par an? Le calcul est simple, mais le résultat est hallucinant. Il y a environ 31,5 millions de secondes dans une année. Multiplié par 4800, ça donne environ 150 milliards de nouvelles étoiles par an. 150 milliards, chaque année. Et ce depuis des milliards d'années, bien que le taux ait considérablement varié au cours de l'histoire cosmique. En fait, le taux de formation stellaire n'a pas toujours été le même. Il a connu un pic il y a environ 10 milliards d'années, une époque qu'on appelle parfois le midi cosmique, quand l'univers avait environ 3,8 milliards d'années. À cette époque, le taux de formation stellaire était environ 10 fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. L'univers produisait des étoiles à une cadence frénétique, alimentées par d'immenses réservoirs de gaz froid qui n'avaient pas encore été consommés. Les galaxies étaient plus petites mais plus actives, plus turbulentes, plus fertiles. Les collisions entre galaxies étaient plus fréquentes, et chaque collision déclenchait des vagues massives de formation stellaire. Depuis ce pic, le taux de formation a décliné régulièrement. Les réservoirs de gaz se sont progressivement épuisés, convertis en étoiles qui, elles-mêmes, ont converti l'hydrogène en hélium et en éléments plus lourds. L'univers vieillit. Il produit de moins en moins d'étoiles nouvelles. On estime que le taux actuel de formation stellaire ne représente que 10 à 20% de ce qu'il était au midi cosmique. Et cette tendance va se poursuivre. Dans un futur lointain, l'univers cessera presque complètement de former de nouvelles étoiles, faute de combustible. Mais ce déclin futur ne change rien au fait que le nombre d'étoiles déjà créées est absolument colossal. Si on essaye d'estimer le nombre total d'étoiles qui se sont allumées depuis le Big Bang, en intégrant le taux de formation variable sur toute l'histoire cosmique, on arrive à des chiffres qui dépassent les 1000 milliards de milliards de milliards. Un suivi de 30 zéros, peut-être plus.
c'est le nombre total d'étoiles qui ont jamais existé. Pas celles qui existent en ce moment, mais celles qui ont existé à un moment ou un autre. La majorité d'entre elles sont mortes depuis longtemps. Et c'est ici qu'on touche à quelque chose de fondamentalement déstabilisant. Parce que ces chiffres ne sont pas juste des curiosités mathématiques. Ils ont des implications physiques concrètes. Chaque étoile qui naît modifie son environnement. Elle ionise le gaz autour d'elle. Elle émet un vent stellaire qui repousse la matière interstellaire. Elle produit des éléments lourds par fusion nucléaire. Et quand elle meurt, si elle est suffisamment massive, elle explose avec une force qui peut brièvement surpasser en luminosité la galaxie entière qui l'abrite. Le nombre d'étoiles n'est pas un simple décompte, c'est une mesure de l'énergie totale produite par l'univers. C'est une mesure de la transformation de la matière. C'est une mesure de la complexité chimique du cosmos. Sans étoiles, il n'y aurait pas de carbone, pas d'oxygène, pas de fer, pas d'eau, pas de planète rocheuse, pas de vie. Chaque étoile qui s'allume contribue, même modestement, à la construction de la complexité cosmique. Et le nombre astronomique d'étoiles qui ont existé explique pourquoi l'univers est aussi chimiquement riche qu'il l'est aujourd'hui. Mais voilà le paradoxe. Toute cette production, toute cette énergie, toute cette complexité est alimentée par un processus fondamentalement destructeur. La fusion nucléaire, le mécanisme qui fait briller les étoiles, est essentiellement un processus de consommation irréversible. L'hydrogène est converti en hélium. L'hélium est converti en carbone et oxygène. Le carbone et l'oxygène sont convertis en éléments plus lourds. À chaque étape, de l'énergie est libérée, mais la matière première est consommée de façon irréversible. On ne peut pas reconvertir l'hélium en hydrogène par des moyens naturels. Le processus ne va que dans un sens. Vers la complexité, oui, mais aussi vers l'épuisement. Chaque étoile qui brille est une bougie qui se consume. Chaque seconde de luminosité est payée par une perte permanente de combustible. Le Soleil, par exemple, convertit environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium chaque seconde. 600 millions de tonnes par seconde. Et dans ce processus, environ 4 millions de tonnes de matière sont converties en pure énergie selon la relation d'Einstein. 4 millions de tonnes de matière disparaissent chaque seconde du Soleil, transformées en lumière et en chaleur. Le Soleil perd littéralement de la masse en permanence. Il est plus léger aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Et il sera plus léger demain qu'il ne l'est aujourd'hui. Multiplie ça par le nombre d'étoiles dans l'univers. Des centaines de milliards d'étoiles. Chacune convertissant des millions de tonnes de matière en énergie chaque seconde. La quantité totale de matière transformée en énergie à chaque instant dans l'univers observable est proprement inconcevable. C'est un feu d'artifice permanent, une combustion universelle, une fournaise sans fin. Et pourtant, malgré toute cette énergie produite, l'univers est essentiellement froid et noir. La température moyenne de l'espace entre les étoiles est de moins 270,45 degrés Celsius, à peine 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. Toute cette énergie stellaire, toute cette luminosité fantastique est diluée dans un volume si immense qu'elle ne parvient pas à réchauffer l'espace de façon significative. C'est comme allumer 1 milliard de bougies dans un hangar de la taille d'un continent. Chaque bougie brûle avec ferveur, mais l'espace entre elles reste glacial. C'est peut-être l'image la plus fidèle de l'univers que je puisse te donner. Un vide immense, glacial, hostile, parsemé de milliards de petites flammes nucléaires qui brûlent furieusement mais inutilement, incapables de réchauffer le néant qui les entoure. Chaque étoile est un îlot de chaleur dans un océan de froid, un point de lumière dans une mer d'obscurité. Et le nombre de ces points, aussi vertigineux soit-il, ne suffit pas à combler le vide. La science a essayé de capturer ce contraste dans des mesures précises. On sait maintenant que la densité d'énergie lumineuse dans l'univers, c'est-à-dire la quantité totale de lumière stellaire accumulée par unité de volume d'espace, est d'environ 60 photons par centimètre cube. 60 photons. Dans chaque centimètre cube d'espace, il y a en moyenne 60 photons qui se déplacent dans toutes les directions. Vestiges de la lumière émise par toutes les étoiles qui ont jamais brillé. C'est incroyablement peu. Par comparaison,
Le fond diffus cosmologique, cette radiation résiduelle du Big Bang qui baigne tout l'univers, contient environ 411 photons par centimètre cube. Ce qui signifie que la lumière produite par toutes les étoiles qui ont jamais existé dans l'histoire de l'univers est éclipsée, en nombre de photons, par la lueur résiduelle du Big Bang lui-même. Toute la production stellaire de 13,8 milliards d'années ne représente qu'environ 15% de la lumière héritée de l'instant initial. Ce chiffre est à la fois humiliant et fascinant. Il nous dit que les étoiles, malgré leur nombre inconcevable, malgré leur énergie phénoménale, ne sont finalement que des acteurs secondaires dans le bilan énergétique de l'univers. Le véritable protagoniste, c'est le Big Bang lui-même, dont l'écho lumineux domine encore le cosmos 13,8 milliards d'années après l'événement. Et ça nous amène à une question que la science pose de plus en plus ouvertement, mais à laquelle elle ne peut pas encore répondre. Si les étoiles sont si nombreuses et pourtant si insignifiantes à l'échelle cosmique, si toute leur lumière combinée ne représente qu'une fraction modeste du bain de photons dans lequel baigne l'univers, alors à quoi servent-elles exactement ? Quelle est leur fonction dans le schéma global ? Sont-elles un sous-produit accidentel de la gravité et de la thermodynamique ? Ou jouent-elles un rôle plus profond que nous ne comprenons pas encore ? La réponse conventionnelle, bien sûr, c'est qu'elles sont les forges de la complexité chimique. Sans étoiles, pas d'éléments lourds. Sans éléments lourds, pas de planète. Sans planète, pas de vie. Les étoiles sont le mécanisme par lequel l'univers passe de la simplicité primordiale, un plasma chaud d'hydrogène et d'hélium, à la complexité que nous observons aujourd'hui. Des molécules organiques, de l'eau liquide, des cellules vivantes, des cerveaux capables de contempler les étoiles qui les ont créées. Mais cette réponse, aussi satisfaisante soit-elle intellectuellement, ne résout pas la question fondamentale. Parce que la complexité chimique ne nécessite pas des milliards d'étoiles. Quelques milliards auraient en suffi. Quelques millions, peut-être. Pourquoi l'univers en a-t-il créé autant ? Pourquoi cette surabondance obscène ? Pourquoi ce gaspillage cosmique de matière et d'énergie à une échelle que personne ne peut justifier par la seule nécessité chimique ? C'est une question à laquelle la science n'a pas de réponse, pas encore, et peut-être jamais. Parce que la question elle-même présuppose une finalité, un but, une raison. Et l'univers n'est peut-être pas le genre d'endroit qui a des raisons. Mais les chiffres continuent de nous hanter. Chaque nouvelle observation les repousse vers le haut. Chaque nouveau télescope révèle des étoiles qu'on ne soupçonnait pas. Chaque nouvelle analyse suggère que nous sous-estimons encore, et encore, et encore, l'ampleur du peuplement stellaire de l'univers. Et la science, honnête dans son incertitude, est contrainte d'admettre qu'elle ne sait pas, qu'elle ne sait vraiment pas combien d'étoiles il y a, qu'elle ne sait pas si le nombre est fini ou s'il pourrait être, en un sens pratique, illimité. Ce qui est certain, c'est que chaque étoile est un événement, chaque étoile est une histoire, chaque étoile est un système physique complexe, avec ses planètes, ses astéroïdes, ses comètes, sa zone habitable, ses tempêtes magnétiques, ses éruptions, sa naissance violente et sa mort inévitable. Et quand on commence à comprendre que ces histoires se comptent en milliards, on réalise que l'univers n'est pas juste grand. Il est narrativement inépuisable. Il contient plus d'histoires que tous les êtres intelligents qui ont jamais existé ou qui existeront jamais ne pourraient en raconter. Et c'est peut-être ça, la véritable terreur du nombre. Pas le chiffre en lui-même, pas l'abstraction mathématique, mais la réalisation que chacune de ces étoiles est un lieu réel, physique, concret, où des choses se passent en ce moment même, des choses que personne ne verra jamais, que personne ne saura jamais, que personne ne racontera jamais. Des supernovas qui explosent sans témoin, des planètes qui se forment autour d'étoiles que personne ne nommera jamais, des couchers de soleil, doubles ou triples sur des mondes que personne ne foulera jamais, une richesse infinie, gaspillée dans l'indifférence d'un cosmos qui ne se soucie ni de beauté ni de témoignage. La science peut compter les étoiles, ou du moins essayer, mais elle ne peut pas répondre à la question que ces chiffres soulèvent inévitablement. Pourquoi autant ? Et pour qui ? Il y a un endroit dans notre galaxie
qui illustre mieux que tout autre la réalité brute de ce que signifie le nombre d'étoiles. Cet endroit s'appelle le centre galactique. Il se trouve à environ 26 000 années-lumière de nous, dans la direction de la constellation du Sagittaire. Et si tu pouvais t'y rendre, si tu pouvais te tenir à quelques années-lumière du cœur de la Voie lactée et regarder autour de toi, ce que tu verrais te laisserait muet. Le ciel serait en feu. Pas métaphoriquement, littéralement en feu de lumière. La densité d'étoiles au centre galactique est environ 1 million de fois supérieure à ce qu'elle est dans notre voisinage solaire. 1 million de fois. Là où nous avons une étoile tous les 4 ou 5 années-lumière en moyenne, le centre galactique en entasse des milliers dans le même volume. Les étoiles y sont si serrées que la nuit, si tant est que ce concept ait encore un sens là-bas, serait plus brillante que le jour sur Terre. Le ciel entier brillerait d'une lumière aveuglante, sans zone d'ombre, sans obscurité, sans repos pour les yeux. Et au milieu de tout ça, comme un monstre tapi au cœur de la fournaise, Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif de notre galaxie. Un objet d'environ 4 millions de masses solaires compressé dans un volume plus petit que l'orbite de Mercure. Un gouffre gravitationnel si intense que même la lumière ne peut s'en échapper. Et autour de lui, un balai d'étoiles qui tournent à des vitesses hallucinantes. L'étoile S2, par exemple, l'une des plus proches du trou noir, orbite à une vitesse maximale de plus de 25 millions de kilomètres par heure. 25 millions de kilomètres par heure. C'est environ 3% de la vitesse de la lumière. Une étoile, un objet de plusieurs masses solaires, qui se déplace à 3% de la vitesse de la lumière autour d'un trou noir invisible. C'est le genre de réalité que la fiction la plus audacieuse n'oserait pas imaginer. Le centre galactique est un microcosme de ce qui se passe à travers tout l'univers. Partout où la densité stellaire est élevée, les interactions entre étoiles deviennent fréquentes, violentes, imprévisibles. Les étoiles ne sont pas des objets isolés, flottant paisiblement dans le vide. Elles interagissent. Elles se perturbent mutuellement par leur gravité respective. Elles échangent des planètes. Elles se volent du gaz. Elles entrent en collision. Oui, des étoiles entrent en collision. C'est rare dans les régions de faible densité comme la nôtre, mais dans les amas globulaires et au centre des galaxies, ça arrive. Et quand deux étoiles se percutent, le résultat est spectaculaire. Les amas globulaires sont d'ailleurs des laboratoires naturels pour étudier ces interactions. Ce sont des structures sphériques contenant entre 100 000 et plusieurs millions d'étoiles, toutes liées gravitationnellement, toutes orbitant autour d'un centre commun. La Voie lactée en possède environ 150, répartis dans un halo autour du disque galactique. Certains de ces amas sont parmi les objets les plus anciens de l'univers, formés il y a plus de 12 milliards d'années, quand l'univers n'avait qu'1 ou 2 milliards d'années. Dans ces amas, la densité stellaire au centre peut être extraordinairement élevée. L'amas Oméga Centauri, le plus grand amas globulaire de notre galaxie, contient environ 10 millions d'étoiles dans un volume d'à peine 150 années-lumière de diamètre. Au cœur de cet amas, les étoiles sont séparées par des distances de seulement quelques semaines-lumière, voire quelques jours-lumière. À ces distances, les interactions gravitationnelles sont constantes. Les orbites sont perturbées en permanence. Et de temps en temps, deux étoiles passent si près l'une de l'autre qu'elles fusionnent. Ces fusions stellaires produisent ce qu'on appelle des traînardes bleues. Des étoiles qui semblent trop jeunes et trop bleues pour l'amas dans lequel elles se trouvent. Alors que toutes les autres étoiles de l'amas sont vieilles et rouges, ces traînardes bleues brillent avec l'éclat de la jeunesse. Mais elles ne sont pas jeunes. Elles sont le produit de la collision de deux étoiles plus anciennes, dont la fusion a relancé les réactions nucléaires et créé un objet plus massif et plus lumineux. C'est un rajeunissement par la violence, une seconde vie obtenue par la destruction de deux premières. On a observé ces traînardes bleues dans presque tous les amas globulaires étudiés en détail, ce qui suggère que les collisions stellaires sont un phénomène courant à l'échelle cosmique, du moins dans les environnements de haute densité. Et quand on se souvient que l'univers contient des centaines de milliards d'étoiles, on réalise que même un événement individuellement rare peut se produire des milliards de fois par jour à l'échelle du cosmos. C'est l'un des effets les plus contre-intuitifs du nombre.
La rareté individuelle multipliée par un nombre suffisamment grand donne la certitude statistique. Un événement qui n'a qu'une chance sur 1 milliard de se produire pour une étoile donnée au cours d'une année donnée se produira quand même des centaines de milliards de fois dans l'univers observable cette année. Rien n'est impossible quand les nombres sont suffisamment grands. Absolument rien. Et cela s'applique à bien plus que les collisions stellaires. Cela s'applique à tous les phénomènes rares de l'astrophysique. Les supernovae, par exemple. Une étoile donnée a une probabilité extrêmement faible d'exploser en supernova au cours d'une année donnée. Pour la plupart des étoiles, cette probabilité est nulle, car seules les étoiles massives, celles de plus de 8 masses solaires environ, terminent leur vie de cette façon. Et même pour ces étoiles massives, la durée de vie est de plusieurs millions d'années, ce qui rend l'explosion peu probable dans n'importe quelle année spécifique. Pourtant, on estime qu'il se produit environ 1 à 2 supernovas par siècle dans une galaxie typique comme la Voie lactée. Et dans l'univers observable tout entier, avec ses 2000 milliards de galaxies, cela signifie qu'il se produit environ 30 supernovas par seconde, 30 explosions stellaires par seconde. Chaque seconde de chaque minute de chaque heure de chaque jour, depuis des milliards d'années. 30 étoiles par seconde qui terminent leur existence dans la détonation la plus violente que la nature puisse produire. 30 étoiles qui libèrent en quelques semaines autant d'énergie que le Soleil en produira au cours de ces 10 milliards d'années de vie. 30 étoiles dont les couches extérieures sont projetées dans l'espace à des vitesses de 10 000, 20 000, 30 000 km par seconde. 30 ondes de choc qui balayent l'espace interstellaire, comprimant le gaz, déclenchant de nouvelles formations d'étoiles, dispersant les éléments lourds forgés dans les entrailles stellaires. Et ces 30 supernovas par seconde ne sont que la partie visible de la violence. Il y a aussi les sursauts gamma, les événements les plus énergétiques de l'univers après le Big Bang. Il y a les fusions d'étoiles à neutrons qui produisent des ondes gravitationnelles détectables à des milliards d'années-lumière. Il y a les éruptions de magnétars, ces étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques d'une intensité inconcevable, qui libèrent en une fraction de seconde autant d'énergie que le Soleil en 50 000 ans. Il y a les collisions de trous noirs, les déchirements d'étoiles par les trous noirs supermassifs, les jets relativistes qui s'étendent sur des millions d'années-lumière. L'univers n'est pas un lieu calme, c'est un champ de bataille. Et le nombre d'étoiles est directement responsable de l'intensité de cette guerre permanente. Plus il y a d'étoiles, plus il y a de naissances, de morts, de collisions, d'explosions, de destructions. Le nombre d'étoiles n'est pas juste une statistique, c'est une mesure directe du chaos cosmique. Mais il y a un autre aspect du nombre d'étoiles qui est moins spectaculaire, mais peut-être plus profondément troublant. C'est la question des systèmes planétaires. Parce que nous savons maintenant, grâce aux découvertes des 2 dernières décennies, que la plupart des étoiles possèdent des planètes. Pas certaines d'entre elles, pas la moitié, la plupart. Les données du télescope spatial Kepler, qui a observé plus de 150 000 étoiles en continu pendant 4 ans à la recherche de transits planétaires, ont révélé que le nombre moyen de planètes par étoile dans notre galaxie est d'au moins 1,6. Certaines estimations montent à 2 ou 3, ce qui signifie qu'il y a plus de planètes que d'étoiles dans l'univers. Arrête-toi un instant sur cette phrase. Il y a plus de planètes que d'étoiles dans l'univers. Si le nombre d'étoiles est de l'ordre de 200 milliards de milliards, voire 10 fois plus selon les révisions récentes, alors le nombre de planètes est encore supérieur. On parle de trillions de mondes. Des mondes rocheux, des mondes gazeux, des mondes glacés, des mondes de lave, des mondes océaniques, des mondes impossibles que notre imagination ne peut même pas concevoir. Et parmi ces trillions de planètes, combien se trouvent dans la zone habitable de leur étoile? La zone habitable, c'est cette bande étroite autour d'une étoile où les conditions de température permettent l'existence d'eau liquide en surface. C'est la condition minimale, ou du moins la condition que nous connaissons, pour l'émergence de la vie telle que nous la comprenons. Les estimations varient considérablement, mais les études les plus récentes suggèrent qu'environ 20 à 25% des étoiles de type solaire possèdent au moins une planète rocheuse dans leur zone habitable. Et pour les naines rouges, qui représentent la majorité écrasante des étoiles, cette proportion pourrait être encore plus élevée,
peut-être 40% ou plus. Faisons le calcul. Prenons le chiffre conservateur de 200 milliards d'étoiles. Supposons que 70% sont des naines rouges et que 40% d'entre elles ont une planète habitable. Ça donne environ 56 milliards de planètes potentiellement habitables autour des seules naines rouges. Ajoutons les planètes habitables autour des autres types d'étoiles et on arrive facilement à 70 milliards de mondes où les conditions de base pour la vie pourraient s'être réunies. 70 milliards de mondes potentiellement habitables. Ce chiffre devrait être source d'émerveillement. Il devrait nous remplir d'espoir. Il devrait nous faire croire que nous ne sommes pas seuls, que la vie grouille dans chaque recoin du cosmos, que l'univers est un jardin luxuriant de biodiversité extraterrestre. Mais c'est exactement l'inverse. Ce chiffre est source de terreur, parce qu'il rend le silence de l'univers absolument inexplicable. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi, du nom du physicien Enrico Fermi qui, en 1950, lors d'un déjeuner avec des collègues au laboratoire national de Los Alamos, a posé la question la plus simple et la plus dévastatrice de l'histoire de la science. Où sont-ils ? Si les étoiles sont aussi nombreuses, si les planètes habitables sont aussi fréquentes, si l'univers a 13,8 milliards d'années, ce qui laisse amplement le temps à des civilisations de se développer, de maîtriser la technologie interstellaire et de coloniser la galaxie, alors où sont les preuves ? Où sont les signaux radio ? Où sont les mégastructures ? Où sont les sondes ? Où sont les visiteurs ? Pourquoi le ciel est-il silencieux ? Le nombre d'étoiles transforme cette question en un cauchemar logique, parce que plus le nombre est grand, plus l'absence de contact est inexplicable. Si nous vivions dans un univers contenant quelques milliards d'étoiles, le silence pourrait s'expliquer par la rareté. La vie serait rare, l'intelligence serait plus rare encore, et la distance entre les civilisations serait si grande que le contact serait physiquement impossible. Mais nous ne vivons pas dans un univers de quelques milliards d'étoiles. Nous vivons dans un univers de milliards d'étoiles. Et dans un tel univers, la rareté ne suffit plus comme explication. Même si la probabilité de vie intelligente est astronomiquement faible, 1 dans 1 milliard, 1 dans 1 trillion, le nombre brut de tentatives est si élevé que le résultat devrait être non nul. Il devrait y avoir quelqu'un, quelque part. Et pourtant, rien. Mais le paradoxe de Fermi est une question pour plus tard. Pour l'instant, restons avec les étoiles elles-mêmes et explorons ce qui se passe quand elles commencent à mourir. Parce que c'est dans la mort des étoiles que le nombre prend sa dimension la plus terrifiante. La naissance est violente, certes. La vie est une combustion nucléaire continue, certes. Mais la mort est autre chose. La mort d'une étoile est un cataclysme d'une ampleur qui défie l'entendement. Et quand on commence à comprendre que ce cataclysme se produit 30 fois par seconde dans l'univers observable, on réalise que le cosmos est un théâtre de destruction permanente, incessante, implacable. Les étoiles ne meurent pas toutes de la même façon. Leur destin est scellé dès leur naissance par un seul paramètre, leur masse. C'est la masse initiale d'une étoile qui détermine combien de temps elle vivra, comment elle évoluera et comment elle finira. C'est le seul facteur qui compte vraiment. Tout le reste, la composition chimique, l'environnement, les compagnons stellaires, ce sont des détails secondaires. La masse est le destin. Les étoiles les moins massives, celles de moins d'environ 8% de la masse du Soleil, ne sont même pas de vraies étoiles au sens strict. Elles n'atteignent jamais les températures nécessaires pour déclencher la fusion de l'hydrogène dans leur cœur. Ce sont des naines brunes, des objets à mi-chemin entre une planète géante gazeuse et une étoile. Elles brillent faiblement pendant des milliards d'années, alimentées uniquement par la contraction gravitationnelle et la fusion du deutérium, un isotope rare de l'hydrogène. Puis, elles s'éteignent lentement, se refroidissant progressivement pour devenir des objets sombres et froids dérivant dans l'espace. Leur mort n'est pas une explosion, c'est un lent déclin vers l'obscurité. Les étoiles de masse intermédiaire, entre environ 0,8 et 8 masses solaires, ce qui inclut notre Soleil, ont un destin plus dramatique. Elles brûlent l'hydrogène dans leur cœur pendant des milliards d'années, produisant de l'hélium. Quand l'hydrogène central est épuisé,
le cœur se contracte et chauffe, ce qui permet la fusion de l'hydrogène dans une coquille autour du cœur d'hélium inerte. L'étoile gonfle, refroidit en surface et devient une géante rouge. Le Soleil fera cela dans environ 5 milliards d'années. Il gonflera tellement qu'il engloutira Mercure, puis Vénus, et s'approchera de l'orbite de la Terre. L'atmosphère terrestre sera soufflée. Les océans s'évaporeront. La surface sera stérilisée par une chaleur de plusieurs milliers de degrés. La Terre deviendra un rocher calciné, orbitant à la lisière d'une étoile mourante. Puis, quand le cœur de la géante rouge atteint environ 100 millions de degrés, la fusion de l'hélium en carbone et en oxygène s'amorce dans un événement explosif appelé le flash de l'hélium. L'étoile se stabilise brièvement, brûlant l'hélium dans son cœur pendant quelques centaines de millions d'années. Mais quand l'hélium central est lui aussi épuisé, l'étoile n'a plus de combustible utilisable. Elle n'est pas assez massive pour atteindre les températures nécessaires à la fusion du carbone. Son cœur se contracte une dernière fois. Ses couches extérieures sont expulsées dans l'espace sous forme d'une nébuleuse planétaire, et il ne reste plus qu'un cadavre stellaire, une naine blanche, un objet de la taille de la Terre, mais de la masse du Soleil. Une cuillère à café de matière de naine blanche pèserait environ 5 tonnes. C'est de la matière dégénérée, maintenue par la pression quantique des électrons, un état de la matière qui n'existe nulle part ailleurs dans notre expérience quotidienne. La naine blanche ne produit plus d'énergie. Elle se refroidit lentement, comme une braise sortie du feu, pendant des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards d'années. Éventuellement, après un temps qui dépasse largement l'âge actuel de l'univers, elle deviendra une naine noire, un objet complètement froid, complètement sombre, complètement mort. Mais l'univers n'est pas encore assez vieux pour qu'une seule naine noire existe. Toutes les naines blanches qui ont jamais été formées brillent encore, faiblement, comme des fantômes de leurs anciennes gloires stellaires. On estime qu'il y a environ 10 milliards de naines blanches rien que dans la Voie lactée. 10 milliards de cadavres stellaires dans notre seule galaxie. Des cimetières d'étoiles dispersées dans le disque galactique, invisibles à l'œil nu mais détectables par nos télescopes. Chacune d'elles est le vestige d'une étoile qui a vécu, qui a brillé, qui a peut-être abrité des planètes, qui a peut-être vu naître la vie. Et maintenant, elles sont mortes, silencieuses, oubliées. Multiplie ce chiffre par le nombre de galaxies. 10 milliards de naines blanches par galaxie, 2000 milliards de galaxies, 20 milliards de cadavres stellaires dans l'univers observable, 20 milliards de morts. Et ce chiffre ne comprend que les naines blanches, les restes des étoiles de masse intermédiaire. Il n'inclut pas les étoiles à neutrons ni les trous noirs, qui sont les cadavres des étoiles les plus massives. Des cadavres bien plus exotiques, bien plus violents, bien plus terrifiants. Mais les étoiles massives et leur mort cataclysmique, c'est précisément ce qui nous attend dans la suite de cette exploration. Parce que si la mort d'une étoile comme le Soleil est un long déclin mélancolique, la mort d'une étoile massive est tout autre chose. C'est une apocalypse. Une catastrophe d'une violence qui rend les bombes nucléaires humaines aussi insignifiantes qu'une allumette comparée à l'incendie d'un continent. Et ces apocalypses, rappelons-le, se produisent 30 fois par seconde dans l'univers observable. Chaque seconde, sans répit, sans fin, l'univers est une machine à produire des étoiles et une machine à les détruire. Les deux processus sont indissociables. La naissance et la mort, la création et la destruction, la lumière et l'obscurité. L'un ne va pas sans l'autre. Et le nombre, ce nombre vertigineux dont nous avons parlé, amplifie les deux. Il amplifie la beauté de la création autant qu'il amplifie l'horreur de la destruction. Et c'est dans les processus de destruction les plus extrêmes que ce nombre révèle toute sa puissance terrifiante. Quand une étoile de plus de 8 masses solaires arrive à la fin de sa vie, quelque chose de fondamentalement différent se produit. Quelque chose que la physique elle-même semble avoir du mal à contenir. Parce que ces étoiles massives ne s'éteignent pas doucement. Elles ne soufflent pas leur couche d'extérieur avec la grâce d'une nébuleuse planétaire. Elles ne se refroidissent pas lentement en naines blanches mélancoliques. Non, elles explosent. Et le mot « exploser », dans ce contexte, est un euphémisme tellement grotesque qu'il devrait être interdit.
Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans le cœur de ces monstres pendant les derniers jours de leur vie. Une étoile massive, contrairement à une étoile comme le Soleil, est capable de fusionner des éléments de plus en plus lourds dans son noyau. Après l'hydrogène, elle fusionne l'hélium. Après l'hélium, le carbone. Après le carbone, le néon. Après le néon, l'oxygène. Après l'oxygène, le silicium. Chaque étape produit un élément plus lourd et libère moins d'énergie que la précédente. Chaque étape est plus courte que la précédente. Si la fusion de l'hydrogène dure des millions d'années, la fusion du silicium, la dernière étape, ne dure qu'environ un jour. Un seul jour, en 24 heures, le cœur de l'étoile convertit tout son silicium en fer. Et c'est là que tout s'arrête, parce que le fer est un cul-de-sac nucléaire. La fusion du fer ne libère pas d'énergie, elle en absorbe. A attendu des millions d'années. Gagne a attendu des millions d'années, gagne enfin la bataille. Ce qui se passe ensuite est d'une rapidité inconcevable. Le cœur de fer, qui a la masse d'environ 1,5 fois le Soleil, mais qui est compressé dans un volume à peine plus grand que la Terre, s'effondre sur lui-même, en une fraction de seconde, littéralement. Le cœur d'une étoile massive, un objet de la masse du Soleil, s'effondre de la taille de la Terre à la taille d'une ville, en moins d'une seconde. La matière tombe vers le centre à des vitesses qui atteignent 70 000 km par seconde. C'est environ un quart de la vitesse de la lumière. Les électrons sont forcés à fusionner avec les protons, créant des neutrons et libérant un torrent de neutrinos. La densité au centre atteint des valeurs tellement extrêmes qu'une cuillère à café de cette matière pèserait environ 1 milliard de tonnes. 1 milliard de tonnes dans le volume d'un dé à coudre. Quand le cœur atteint la densité nucléaire, environ 230 millions de tonnes par centimètre cube, il ne peut plus être comprimé davantage. L'interaction nucléaire forte, la force qui maintient les protons et les neutrons ensemble à l'intérieur des noyaux atomiques, crée soudainement une résistance colossale. Le cœur rebondit. Ce rebond envoie une onde de choc vers l'extérieur, remontant à travers les couches de l'étoile qui sont encore en train de tomber vers le centre. L'onde de choc rencontre la matière en chute libre, la stoppe, puis la repousse vers l'extérieur. Et c'est l'explosion, la supernova. L'énergie libérée dans une supernova à effondrement de cœur est de l'ordre de 10 puissance 46 joules. C'est un nombre qui ne signifie absolument rien pour l'esprit humain. Alors, traduisons-le. C'est l'énergie que le Soleil produira au cours de ces 10 milliards d'années de vie. Toute cette énergie, la totalité de la production solaire sur 10 milliards d'années, libérée en quelques secondes. C'est aussi l'équivalent de l'explosion simultanée d'environ 1 octillion de bombes nucléaires. Un octillion, c'est un suivi de 27 zéros. Chaque supernova est l'équivalent d'1 milliard de bombes thermonucléaires détonnant au même instant. Et 99% de cette énergie ne part même pas sous forme de lumière ou de chaleur. Elle part sous forme de neutrinos. Ces particules fantômes, qui interagissent avant la peine avec la matière, sont émises en un torrent si intense qu'elles transportent à elles seules la quasi-totalité de l'énergie gravitationnelle libérée par l'effondrement du cœur. Pendant quelques secondes, la supernova émet plus de neutrinos que toutes les étoiles de l'univers observable. Réunies, n'en émettent pendant la même durée. Pendant quelques secondes, un seul objet, une seule étoile mourante, domine l'univers entier en production de neutrinos. Le 1% restant de l'énergie, celui qui se manifeste sous forme de lumière visible, d'ondes radio, de rayons X et de rayons gamma, suffit quand même à faire briller la supernova aussi intensément qu'une galaxie entière pendant plusieurs semaines. Une seule étoile, en train de mourir, rivalise en luminosité avec les 100 ou 200 milliards d'étoiles de sa galaxie haute réunie. C'est ce qui rend les supernovas visibles à des distances cosmologiques, à des milliards d'années-lumière. C'est ce qui permet aux astronomes de les utiliser comme des chandelles standards pour mesurer l'expansion de l'univers. Et n'oublions pas, ces événements se produisent 30 fois par seconde dans l'univers observable. 30 galaxies, à chaque seconde, voient l'une de leurs étoiles surpasser en luminosité toutes les autres réunies. 30 points dans le cosmos, à chaque battement de cœur, libèrent l'énergie de 10 milliards d'années
de vie solaire en quelques instants. Le nombre d'étoiles dans l'univers garantit que cette violence n'est jamais interrompue. Il n'y a pas une seule seconde, depuis des milliards d'années, où l'univers n'est pas en train de déchirer une étoile quelque part. Mais les supernovas ordinaires, aussi terrifiantes soient-elles, ne sont pas les événements les plus violents que l'univers ait à offrir. Il existe une catégorie de supernovas encore plus extrême, une catégorie qui pousse les lois de la physique dans leurs retranchements les plus absolus. Ce sont les hypernovae. Une hypernova se produit quand une étoile extrêmement massive, typiquement de plus de 40 masses solaires, s'effondre non pas en étoile à neutrons, mais directement en trou noir. L'énergie libérée est 10 à 100 fois supérieure à celle d'une supernova classique. Et dans certains cas, l'effondrement produit 2 jets de matière et de radiation qui sont éjectés au pôle de l'étoile mourante à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces jets, ce sont les sursauts gamma, les événements les plus lumineux de l'univers depuis le Big Bang. Un sursaut gamma typique libère en quelques secondes autant d'énergie que le Soleil en produira au cours de 10 000 milliards d'années. Pas 10 milliards, 10 000 milliards. C'est 1000 fois plus qu'une supernova ordinaire, concentrée dans un faisceau étroit qui balaie l'espace comme le phare d'un phare cosmique. Si un sursaut gamma se produisait dans notre galaxie et que l'un de ces jets était pointé dans notre direction, les conséquences seraient catastrophiques. Le rayonnement gamma frapperait l'atmosphère terrestre avec une intensité suffisante pour détruire la couche d'ozone en quelques secondes. La surface de la planète serait ensuite baignée par les rayons ultraviolets du Soleil, sans aucune protection. Les chaînes alimentaires marines s'effondreraient en quelques semaines, suivies par les écosystèmes terrestres. Une extinction massive suivrait, potentiellement aussi dévastatrice que celle qui a mis fin aux dinosaures il y a 66 millions d'années. Et certains scientifiques pensent que c'est exactement ce qui s'est déjà produit. L'extinction de l'Ordovicien silurien, il y a environ 445 millions d'années, qui a éliminé environ 85% des espèces marines de l'époque, pourrait avoir été causée par un sursaut gamma provenant d'une étoile massive mourante dans le voisinage cosmique de la Terre. L'hypothèse a été proposée en 2004 par les astrophysiciens Adrian Melott et Brian Thomas de l'Université du Kansas. Bien qu'elle reste débattue, elle illustre parfaitement le lien direct entre le nombre d'étoiles, la fréquence des événements cataclysmiques et le destin de la vie sur notre planète. On estime qu'un sursaut gamma observable se produit environ 1 fois par jour dans l'univers observable. 1 par jour. Chaque jour, quelque part dans l'univers, une étoile meurt de la façon la plus violente possible, libérant plus d'énergie en quelques secondes que des milliards de soleils ne le font pendant toute leur vie. Et chacun de ces sursauts illumine pendant un bref instant un cône d'espace dans lequel tout ce qui se trouve, étoiles, planètes, lunes, civilisations éventuelles, est baigné d'un flux de radiation mortelle. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore plus violent, encore plus extrême, encore plus difficile à concevoir. Les fusions d'étoiles à neutrons. Quand 2 étoiles à neutrons, ces cadavres ultra-denses laissés par des supernovas passées, orbitent l'une autour de l'autre dans un système binaire serré, elles perdent progressivement de l'énergie orbitale par émission d'ondes gravitationnelles. Leur orbite se rétrécit. Elles se rapprochent, lentement d'abord, puis de plus en plus vite, jusqu'au moment où elles se touchent et fusionnent. Le premier événement de ce type jamais détecté directement l'a été le 17 août 2017. Il porte le nom technique de JW 70817. Ce jour-là, les détecteurs d'ondes gravitationnelles, LIGO et Virgo, ont capté le signal caractéristique de 2 étoiles à neutrons, spiralant l'une vers l'autre puis fusionnant, à environ 130 millions d'années-lumière de la Terre, dans la galaxie NGC 4993. Quelques secondes après la détection gravitationnelle, le satellite Fermi a capté un sursaut gamma court provenant de la même direction. Puis, au cours des jours et semaines suivants, des télescopes du monde entier ont observé la lueur résiduelle de la fusion, un phénomène appelé kilonova. Et c'est dans cette kilonova qu'on a fait une découverte extraordinaire. La fusion de 2 étoiles à neutrons
est le lieu de naissance des éléments les plus lourds de l'univers. L'or, le platine, l'uranium, le thorium. Tous ces éléments que nous connaissons, que nous utilisons, que nous portons en bijoux ou que nous chargeons dans nos centrales nucléaires, sont forgés dans les quelques millisecondes de chaos absolu qui suivent la collision de deux cadavres stellaires. Les calculs suggèrent que la fusion détectée en 2017 a produit environ 10 fois la masse de la Terre en or pur et environ 50 fois la masse de la Terre en platine. Ces quantités hallucinantes de métaux précieux ont été dispersées dans l'espace interstellaire par l'explosion, où elles finiront par être incorporées dans de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, de nouveaux mondes. L'alliance en or que tu portes peut-être au doigt a été forgée dans la collision de deux étoiles à neutrons il y a des milliards d'années, quelque part dans la galaxie, bien avant que le Soleil n'existe. Chaque atome d'or sur Terre est le vestige d'un cataclysme cosmique d'une violence inouïe. Chaque gramme d'or que l'humanité a jamais extrait est, littéralement, un débris de guerre stellaire. On estime que ces fusions d'étoiles à neutrons se produisent environ une fois par an dans une galaxie typique comme la Voie lactée, ce qui, multiplié par les 2000 milliards de galaxies de l'univers observable, donne environ 60 000 fusions d'étoiles à neutrons par seconde dans l'univers observable. 60 000 collisions par seconde entre des objets dont chacun pèse environ 1,5 fois la masse du Soleil, mais mesure à peine 20 km de diamètre. 60 000 kilonovais par seconde, dispersant des torrents d'or, de platine et d'uranium dans le vide interstellaire. Le nombre d'étoiles alimente cette production sans fin. Plus d'étoiles signifie plus de supernovae. Plus de supernovae signifie plus d'étoiles à neutrons. Plus d'étoiles à neutrons signifie plus de fusion. Plus de fusion signifie plus d'éléments lourds. Le cycle est autonome, perpétuel, alimenté par la surabondance stellaire. Et puis, il y a les trous noirs. Ces objets impossibles, ces gouffres dans le tissu de l'espace-temps, sont le produit final des étoiles les plus massives. Quand une étoile de plus de 25 masses solaires environ s'effondre, même la pression des neutrons ne suffit pas à arrêter la compression. La matière continue de s'effondrer, indéfiniment, créant une singularité, un point de densité théoriquement infini où les lois connues de la physique cessent de fonctionner. Autour de cette singularité, un horizon des événements se forme, une frontière invisible au-delà de laquelle rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. On estime qu'il y a environ 100 millions de trous noirs stellaires rien que dans la Voie lactée. 100 millions. Et ce ne sont que les trous noirs formés par l'effondrement d'étoiles individuelles, des objets de quelques masses solaires à quelques dizaines de masses solaires. Il y a aussi les trous noirs supermassifs, ceux qui résident au centre de presque toutes les grandes galaxies. Sagittarius, à étoile, au centre de la Voie lactée, fait 4 millions de masses solaires, mais c'est un nain comparé à certains autres. Le trou noir, au centre de la galaxie Messier 87, celui qui a été imagé directement pour la première fois en 2019 par le télescope Event Horizon, fait environ 6,5 milliards de masses solaires. 6 milliards et demi de soleils compressés dans un volume dont l'horizon des événements est plus grand que notre système solaire entier. Et le record est détenu par le trou noir, ton 618, situé à environ 10,4 milliards d'années-lumière de la Terre, dont la masse est estimée à 66 milliards de masses solaires. 66 milliards de soleils. L'horizon des événements de ce monstre s'étend sur environ 1300 unités astronomiques, ce qui signifie qu'il engloberait aisément toutes les orbites planétaires de notre système solaire, la ceinture de Kuiper comprise, avec de la marge. C'est un objet si vaste que la lumière met plusieurs jours à le traverser d'un bout à l'autre. Ces trous noirs supermassifs ne sont pas des curiosités isolées. Ils semblent être un composant fondamental de chaque grande galaxie. Et certains d'entre eux sont actifs, dévorant la matière qui tombe vers eux et libérant des quantités d'énergie qui dépassent l'imagination. Quand un trou noir supermassif accrète activement de la matière, on l'appelle un noyau actif de galaxie, ou dans les cas les plus extrêmes, un quasar. Un quasar peut être des milliers de fois plus lumineux que la galaxie entière qui l'abrite. Le quasar le plus lumineux connu, S
MSS J 215 098-40 et 13232.6, découvert en 2024, brille avec une luminosité équivalente à environ 500 000 milliards de soleils. C'est l'objet le plus lumineux de l'univers connu. Et il est alimenté par un trou noir de 17 milliards de masses solaires qui dévore l'équivalent d'un soleil par jour. Un soleil par jour. Chaque jour, ce trou noir absorbe, déchire et convertit en énergie une masse stellaire entière. Et ce n'est qu'un quasar parmi des millions d'autres, actifs ou éteints, dispersés à travers l'univers observable. Le nombre d'étoiles dans l'univers n'est pas seulement un chiffre statique, c'est un réservoir de combustible pour les processus les plus violents de la nature. Chaque étoile qui existe est un candidat potentiel à la destruction par un trou noir, à l'explosion en supernova, à la collision avec une autre étoile, à la capture par un système binaire instable. Le nombre d'étoiles est un compteur de catastrophes de futur. Et il y a un dernier événement, peut-être le plus mystérieux de tous, que le nombre d'étoiles rend statistiquement inévitable et pourtant profondément inexpliqué. Ce sont les sursauts radio rapides, ou Fast Radio Burst en anglais. Ces signaux radio, détectés pour la première fois en 2007 par l'astronome Duncan Lorimer dans les archives du radiotélescope de Parkes en Australie, sont des flashs de radiation radio d'une durée de quelques millisecondes seulement, mais d'une puissance colossale. Un seul sursaut radio rapide libère en quelques millisecondes autant d'énergie radio que le Soleil en produit en des dizaines de milliers d'années. On en détecte maintenant des centaines par an. Certains se répètent, d'autres non. Leur origine est encore débattue. L'hypothèse la plus acceptée les attribue aux magnétars. Ces étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques d'une puissance inimaginable, environ 1 quadrillion de fois le champ magnétique terrestre. Mais cette hypothèse n'explique pas tout. Certains sursauts radio rapides ne correspondent à aucun magnétar connu. Certains proviennent de galaxies où aucune formation stellaire récente n'a eu lieu, ce qui rend la présence de jeunes magnétars improbable. Certains ont des caractéristiques spectrales, qui ne collent avec aucun modèle proposé. Quand on estime le nombre total de sursauts radio rapides qui se produisent dans l'univers observable, en extrapolant à partir de ceux que nous détectons et en corrigeant pour les limites de nos instruments, on arrive à un chiffre stupéfiant. Environ 10 000 sursauts par jour. 10 000 flashs radio inexpliqués, chaque jour, provenant de tous les coins de l'univers observable. 10 000 cris dans le vide. 10 000 événements d'une puissance phénoménale dont nous ne comprenons pas pleinement la cause. Le nombre d'étoiles rend ces événements possibles. Le nombre d'étoiles garantit que l'univers est rempli de cadavres stellaires exotiques, capables de produire des phénomènes que notre physique ne peut pas encore expliquer complètement. Et à mesure que nos instruments deviennent plus sensibles, que nous détectons des événements de plus en plus faibles et de plus en plus lointains, le catalogue de l'inexpliqué ne fait que grandir. Chaque nouveau télescope révèle non pas moins de mystères, mais davantage. C'est la leçon la plus profonde du nombre d'étoiles. Ce n'est pas un nombre qui résout les mystères, c'est un nombre qui les multiplie. Chaque étoile est une question, chaque étoile est une possibilité, chaque étoile est un lieu où quelque chose d'extraordinaire, de violent, de beau ou de terrifiant peut se produire. Et quand le nombre de ces lieux dépasse tout ce que l'esprit humain peut appréhender, l'univers cesse d'être un objet d'étude et devient un abîme de possibilités infinies, dont la plupart resteront à jamais inconnues. Et pourtant, malgré tout ce chaos, malgré toute cette violence, malgré ces milliards d'étoiles qui naissent, brûlent, explosent et meurent à chaque instant, le mystère le plus grand reste le silence. Ce silence assourdissant qui entoure notre petite planète dans sa petite banlieue galactique. Ce silence qui refuse obstinément de se briser malgré les trillions de mondes qui devraient, statistiquement, abriter quelqu'un capable de le rompre. Ce silence est peut-être le phénomène le plus violent de tous. Pas une violence de lumière et de chaleur, une violence d'absence. Et c'est cette absence qui nous attend maintenant. Il existe une équation célèbre en astronomie. Elle a été formulée en 1961 par l'astronome Frank Drake. À l'époque
où il travaillait à l'Observatoire national de radioastronomie à Green Bank, en Virginie occidentale. Cette équation n'était pas censée fournir une réponse définitive. Elle était censée structurer notre ignorance, mettre en forme les questions que nous devions poser pour estimer le nombre de civilisations extraterrestres communicantes dans notre galaxie. Et pourtant, 60 ans plus tard, cette équation continue de hanter l'astrophysique, non pas parce qu'elle résout, mais parce qu'elle révèle. L'équation de Drake multiplie 7 facteurs entre eux. Le taux de formation des étoiles dans la galaxie, la fraction de ces étoiles qui possèdent des planètes, le nombre moyen de planètes habitables par système stellaire, la fraction de ces planètes où la vie apparaît effectivement, la fraction de ces vies qui développent l'intelligence, la fraction de ces intelligences qui développent une technologie capable de communiquer à travers l'espace. Et enfin, la durée pendant laquelle ces civilisations technologiques émettent des signaux détectables. Quand Drake a proposé cette équation, la plupart de ces facteurs étaient complètement inconnus. On ne savait même pas si d'autres étoiles avaient des planètes. On ne savait pas si la vie pouvait apparaître facilement ou si elle nécessitait des conditions extraordinairement rares. On ne savait rien. L'équation était un cadre vide, une structure en attente de données. Mais au cours des 6 dernières décennies, certains de ces facteurs ont été mesurés. Et les résultats sont à la fois exaltants et terrifiants. Le premier facteur, le taux de formation stellaire, nous le connaissons raisonnablement bien. Le deuxième, la fraction d'étoiles avec des planètes, a été résolu de façon spectaculaire par les missions Kepler et TESS. La réponse est pratiquement toute. Le troisième, le nombre de planètes habitables, a été estimé grâce aux données de Kepler. Et le résultat est qu'il y en a beaucoup. Probablement au moins 1 sur 5 pour les étoiles de type solaire, et peut-être plus pour les naines rouges. Ce qui signifie que les 3 premiers facteurs de l'équation de Drake donnent un nombre gigantesque. Rien que dans la Voie lactée, il y a probablement entre 10 et 40 milliards de planètes rocheuses dans la zone habitable de leur étoile. 10 à 40 milliards de mondes tempérés, juste dans notre galaxie. Et quand on multiplie par le nombre de galaxies dans l'univers observable, on obtient un nombre de planètes potentiellement habitables, qui dépasse la capacité de notation de la plupart des calculatrices. Et c'est là que le mystère commence. Parce que les 4 derniers facteurs de l'équation de Drake restent presque totalement inconnus. Et c'est dans ces 4 facteurs que se cache la réponse à la question la plus fondamentale que l'humanité ait jamais posée. Sommes-nous seuls ? Prenons le 4e facteur, la fraction des planètes habitables, où la vie apparaît effectivement. On pourrait penser que la biologie a son mot à dire ici. Mais la vérité est que nous n'avons qu'un seul point de données, la Terre. La vie est apparue sur Terre, dans des conditions que nous comprenons partiellement, il y a environ 3,8 milliards d'années, peut-être même plus tôt. Elle semble être apparue relativement vite après que les conditions l'ont permis, ce qui pourrait suggérer que l'apparition de la vie est facile, presque inévitable quand les conditions sont réunies. Mais un seul exemple ne permet aucune conclusion statistique. Peut-être que la vie apparaît sur une planète habitable sur 2, peut-être sur 1 sur 1 milliard, peut-être sur 1 sur 1 trillion. Nous ne savons pas. Et tant que nous n'aurons pas détecté la vie, même la plus primitive, sur un autre monde, nous ne saurons pas. Le 5e facteur est encore plus mystérieux, la fraction des mondes vivants qui développent l'intelligence. Sur Terre, la vie a existé pendant environ 3,5 milliards d'années avant qu'une espèce développe quelque chose qui ressemble à l'intelligence telle que nous la définissons. 3,5 milliards d'années de bactéries, de méduses, de fougères et de dinosaures avant qu'un primate se mette à tailler des outils et à regarder les étoiles. L'intelligence ne semble pas être une destination inévitable de l'évolution. Elle est un accident, un sous-produit de pression sélective spécifique dans un environnement spécifique à un moment spécifique. Les dinosaures ont régné pendant 165 millions d'années sans jamais développer d'intelligence technologique. Si l'astéroïde de Chicxulub n'avait pas frappé la Terre il y a 66 millions d'années, les dinosaures régneraient peut-être encore, et aucun être intelligent ne serait là pour contempler les étoiles. Ce qui suggère que l'intelligence est rare, extrêmement rare, peut-être infiniment rare. Et si c'est le cas,
alors le nombre vertigineux de planètes habitables dans l'univers ne signifie rien. Des trillions de mondes tempérés, couverts d'algues et de bactéries, mais pas une seule civilisation capable de construire un radiotélescope. L'univers grouillant de vie simple, mais désespérément vide de conscience. Le 6e facteur est le plus incertain de tous. La fraction des civilisations intelligentes qui développent la technologie. Sur Terre, des centaines de cultures humaines ont existé au cours des derniers 100 000 ans. La grande majorité n'ont jamais développé quoi que ce soit qui ressemble à la technologie moderne. La civilisation industrielle, celle qui produit des ondes radio, des satellites et des télescopes, n'existe que depuis environ 150 ans. Sur les 100 000 ans d'existence d'Homo sapiens, 150 ans de technologie, c'est un clin d'œil, un accident statistique. Si l'histoire humaine avait pris un tournant légèrement différent, si la révolution industrielle ne s'était pas produite en Europe au XVIIIe siècle, combien de temps aurait-il fallu? 1000 ans de plus? 10 000? Jamais. Et le 7e facteur, le dernier, est peut-être le plus sombre. La durée pendant laquelle une civilisation technologique émet des signaux détectables. Nous émettons des ondes radio depuis environ 1 siècle. Combien de temps continuerons-nous? 1000 ans? 10 000 ans? Ou nous autodétruirons-nous avant cela? Les armes nucléaires existent depuis moins de 80 ans. Et nous avons déjà frôlé l'annihilation à plusieurs reprises. La crise des missiles de Cuba en 1962. L'incident de Stanislav Petrov en 1983. Quand un seul officier soviétique a décidé de ne pas déclencher une riposte nucléaire en réponse à ce qui s'est avéré être une fausse alerte. Le changement climatique, les pandémies, l'intelligence artificielle, les armes biologiques, les menaces existentielles ne manquent pas. Si la durée de vie typique d'une civilisation technologique est courte, disons quelques centaines d'années, alors même un univers rempli de civilisations serait silencieux. Parce que chaque civilisation n'émettrait que pendant un bref instant cosmique avant de s'éteindre, remplacée par le silence. Les fenêtres de communication seraient si étroites que la probabilité que 2 civilisations soient actives en même temps et assez proches pour se détecter mutuellement serait infinitésimale. C'est l'une des solutions les plus populaires au paradoxe de Fermi. Pas que la vie soit rare, pas que l'intelligence soit rare, mais que les civilisations technologiques sont éphémères. Elles apparaissent, elles brillent brièvement, puis elles s'éteignent. Comme des étoiles, finalement. Naissance, vie brève, mort. Le parallèle est troublant, mais il existe d'autres solutions, d'autres hypothèses, chacune plus dérangeante que la précédente. L'hypothèse de la Terre rare, proposée par les scientifiques Peter Ward et Donald Brownlee en 2000, suggère que les conditions nécessaires à l'émergence de la vie complexe sont extraordinairement spécifiques. Pas juste une planète rocheuse dans la zone habitable. Il faut aussi un champ magnétique puissant pour protéger l'atmosphère du vent stellaire. Il faut une grande lune pour stabiliser l'inclinaison axiale et assurer des saisons régulières. Il faut une planète géante comme Jupiter, en orbite extérieure, pour dévier les astéroïdes et réduire la fréquence des impacts catastrophiques. Il faut une étoile stable, sans trop d'éruptions, dans un quartier galactique calme, loin du centre trop dense et trop irradié. Il faut de l'eau, du carbone, du phosphore dans les bonnes proportions. Il faut une tectonique des plaques pour recycler le carbone atmosphérique et maintenir un climat stable sur des milliards d'années. Chacune de ces conditions, prises individuellement, n'est peut-être pas rare, mais toutes ensemble, simultanément, sur la même planète. La probabilité combinée pourrait être astronomiquement faible. Si cette hypothèse est correcte, alors le nombre d'étoiles, aussi vertigineux soit-il, ne change rien. L'univers pourrait contenir des milliards d'étoiles et pourtant n'abriter qu'une seule planète avec de la vie complexe, la nôtre. Ce serait le gaspillage le plus colossal de l'histoire de la réalité. Un univers d'une richesse incommensurable, construit à une échelle qui défie l'imagination, pour produire un seul point de conscience sur un seul rocher humide dans une seule banlieue galactique ordinaire. Mais il y a une hypothèse encore plus sombre. On l'appelle le grand filtre. Ce concept, proposé par l'économiste Robin Hanson en 1996, suggère qu'il existe, quelque part sur le chemin entre la matière inerte et une civilisation technologique capable de coloniser la galaxie, un obstacle quasiment insurmontable.
un filtre, une étape que presque personne ne franchit. La question terrifiante est, où se trouve ce filtre ? Est-il derrière nous ou devant nous ? S'il est derrière nous, cela signifie que l'une des étapes que nous avons déjà franchies, l'apparition de la vie, l'émergence des cellules eucaryotes, le développement de la multicellularité, l'évolution de l'intelligence, est si improbable que presque aucune autre planète dans l'univers ne l'a accompli. Si c'est le cas, nous sommes extraordinairement chanceux. Nous sommes peut-être les seuls êtres conscients dans l'univers observable. C'est vertigineux, mais au moins rassurant dans un sens. Nous avons franchi le filtre. Nous sommes de l'autre côté. Mais s'il est devant nous, cela signifie que quelque chose nous attend. Quelque chose qui détruit systématiquement toute civilisation technologique avant qu'elle puisse se répandre dans la galaxie. Quelque chose d'inévitable. Quelque chose que personne n'a jamais réussi à surmonter, malgré les trillions de tentatives que le nombre d'étoiles rend possible. Si le grand filtre est devant nous, alors notre avenir est sombre. Nous sommes condamnés, comme toutes les civilisations avant nous, à nous éteindre avant d'atteindre les étoiles. Et c'est peut-être la vérité la plus terrifiante que le nombre d'étoiles nous révèle. Pas leur quantité, pas leur violence, pas leur beauté, mais le silence qui les entoure. Un silence qui ne devrait pas exister si les lois des probabilités fonctionnent comme elles le devraient. Un silence qui exige une explication. Et toutes les explications possibles sont effrayantes. Parce que réfléchis un instant. 200 milliards d'étoiles, au minimum. Des trillions de planètes, des milliards d'années d'évolution chimique et biologique possible. Et pourtant, en 60 ans de recherche SETI, pas un seul signal confirmé, pas une seule preuve indiscutable de technologie extraterrestre, pas une seule anomalie qui ne puisse être expliquée par des phénomènes naturels. Le signal le plus intrigant jamais reçu reste le signal WOW, détecté le 15 août 1977 par le radiotélescope Big Ear de l'Ohio State University. C'était un signal radio étroit, intense, d'une durée de 72 secondes, correspondant exactement au profil qu'on attendrait d'un signal artificiel provenant de l'espace profond. L'astronome Jerry Ehman, qui l'a découvert dans les données imprimées, a écrit le mot « wow » dans la marge, donnant au signal son nom légendaire. Mais le signal ne s'est jamais répété. Malgré des centaines de tentatives pour le réobserver, malgré des milliers d'heures de surveillance de la même région du ciel, rien. Un cri dans le noir, puis le silence. Certaines études récentes ont suggéré que le signal pourrait avoir été causé par une comète passant dans le champ de vision du télescope. Mais cette explication est contestée. La vérité est que nous ne savons pas ce qu'était le signal WOW. Nous ne savons pas s'il était naturel ou artificiel. Et nous ne le saurons probablement jamais. Et puis, il y a l'étoile de Tabi, KIC 8 462 1852, une étoile située à environ 1470 années-lumière de la Terre dans la constellation du Cygne. En 2015, l'astronome Tabeta Boyajian et son équipe ont remarqué que cette étoile présentait des baisses de luminosité irrégulières et extrêmement profondes, allant jusqu'à 22%. Aucun phénomène naturel connu ne pouvait facilement expliquer ces baisses. Un transit planétaire typique provoque une baisse de luminosité de 1% au maximum. 22%, c'était incompréhensible. Certains ont proposé l'hypothèse d'une mégastructure extraterrestre, une sphère de Dyson partielle, construite autour de l'étoile pour capter son énergie. L'hypothèse a fait les gros titres dans le monde entier. Mais des observations ultérieures, notamment par le télescope spatial Spitzer, ont montré que les baisses de luminosité étaient chromatiques, c'est-à-dire qu'elles variaient selon la longueur d'onde de la lumière observée, ce qui est incompatible avec une structure solide opaque et pointe plutôt vers de la poussière fine. L'explication la plus probable est désormais un nuage de poussière, peut-être le résultat de la désintégration d'un exocomète ou d'une collision entre corps célestes. Pas de mégastructure, pas d'extraterrestre, juste de la poussière. Mais voilà ce qui est fascinant. Malgré des centaines de milliards d'étoiles rien que dans notre galaxie, malgré des milliers d'exoplanètes découvertes et caractérisées, malgré des décennies de recherche active, notre meilleur candidat pour un signal extraterrestre est un signal radio de 72 secondes qui ne s'est jamais répété.
et notre meilleur candidat pour une structure extraterrestre est un nuage de poussière autour d'une étoile bizarre. C'est tout. C'est la somme de notre récolte après 60 ans d'efforts. Ce résultat nul est, en soi, un résultat scientifique d'une importance capitale. Il nous dit quelque chose sur l'univers. Il nous dit que, quoi qu'il en soit, les civilisations technologiques capables de modifier leur environnement stellaire à une échelle détectable sont, au minimum, extrêmement rares et au maximum inexistantes. Et cette réalisation nous ramène au nombre d'étoiles avec une force nouvelle. Parce que le nombre d'étoiles devrait rendre la vie omniprésente. Il devrait rendre l'intelligence courante. Il devrait rendre les civilisations technologiques inévitables. Chaque étoile supplémentaire est une chance supplémentaire, un lancer de dés supplémentaire, une opportunité supplémentaire pour la conscience d'émerger. Et quand le nombre de lancers de dés atteint des milliards de milliards de milliards, même les résultats les plus improbables devraient se produire. Et pourtant, rien. Il y a une dernière hypothèse que je veux évoquer avant de conclure cette réflexion existentielle. C'est l'hypothèse du zoo. Proposée par le radioastronome John Ball en 1973, elle suggère que les civilisations extraterrestres avancées existent bel et bien, mais qu'elles ont délibérément choisi de ne pas nous contacter. Elles nous observent, comme nous observons les animaux dans une réserve naturelle, sans interférer. Elles respectent notre développement naturel. Elles attendent que nous atteignions un certain niveau de maturité technologique ou culturelle avant de se révéler. C'est une hypothèse séduisante, presque réconfortante, mais elle a un problème fondamental. Elle suppose une coordination parfaite entre toutes les civilisations de la galaxie. Un accord unanime pour ne jamais contacter ou révéler son existence à une espèce primitive. Et quand le nombre de civilisations potentielles est élevé, cette unanimité devient statistiquement impossible. Il suffirait d'un seul dissident, d'un seul individu curieux, d'un seul accident de communication pour briser le silence. Et sur des milliards d'années, avec des millions de civilisations potentielles, l'unanimité parfaite est un fantasme. Alors, où en sommes-nous ? Nous sommes sur une planète minuscule, orbitant autour d'une étoile ordinaire, dans une banlieue quelconque d'une galaxie, parmi 2000 milliards d'autres, dans un univers qui contient plus d'étoiles que de grains de sable, sur toutes les plages de toutes les planètes rocheuses de la Voie lactée réunies. Et malgré cette abondance, malgré cette surabondance obscène de possibilités, nous sommes, pour autant que nous sachions, seuls, complètement, désespérément, inexplicablement seuls. Et l'univers continue. Les étoiles continuent de naître. Les étoiles continuent de mourir. Les planètes continuent de se former et le silence continue de régner. Un silence qui pourrait être le bruit de fond d'un univers indifférent. Un univers qui n'a jamais eu l'intention de produire quoi que ce soit de signifiant. Ou un silence qui pourrait être le prélude à quelque chose. Une révélation, une rencontre. Ou une catastrophe que nous ne pouvons pas encore imaginer. Nous avons parcouru un long chemin ce soir. Depuis les chiffres vertigineux qui tentaient de capturer le nombre d'étoiles dans l'univers observable, jusqu'au silence inexplicable qui entoure notre petite planète, malgré la surabondance de mondes possibles. Depuis les nuages moléculaires géants, où naissent les étoiles dans la violence gravitationnelle, jusqu'aux cadavres stellaires, naines blanches, étoiles à neutrons et trous noirs, qui peuplent la galaxie comme autant de tombes invisibles. Depuis la lumière éblouissante des supernovas et des sursauts gamma, jusqu'à l'obscurité fondamentale d'un cosmos qui refuse de nous répondre. Et maintenant, il est temps de rassembler tout cela, de connecter les fils, de voir l'image complète. L'image complète, c'est celle d'un univers qui fonctionne à une échelle que nous ne pouvons pas appréhender. Pas intellectuellement, pas émotionnellement, pas spirituellement. Nous pouvons écrire les chiffres, nous pouvons manipuler les équations. Nous pouvons construire des télescopes qui voient plus loin que nos yeux ne le pourront jamais. Mais nous ne pouvons pas comprendre, pas vraiment, pas dans nos tripes, ce que signifie un univers contenant plus d'étoiles qu'il n'y a de secondes écoulées depuis le Big Bang multiplié par le nombre de grains de sable dans le Sahara. Ces analogies, ces comparaisons que nous utilisons pour donner une forme humaine à l'inhumain, ne sont que des béquilles. Elles nous donnent l'illusion de la compréhension, sans nous donner la chose elle-même. Et
et c'est peut-être le premier enseignement de ce voyage. L'univers n'a pas été conçu pour être compris par des cerveaux comme les nôtres. Nos cerveaux ont évolué pour suivre le mouvement d'un prédateur dans la savane, pour compter les fruits sur un arbre, pour évaluer la distance jusqu'au point d'eau le plus proche. Ils n'ont pas évolué pour concevoir des nombres de 23 chiffres, ni pour visualiser des distances de milliards d'années-lumière, ni pour appréhender des durées de milliards d'années. Nous utilisons le même organe biologique pour faire nos courses et pour contempler l'infini. Et cet organe n'est tout simplement pas adapté à la seconde tâche. Il fait de son mieux. Mais son mieux n'est pas suffisant. Ce qui rend le nombre d'étoiles si troublant, ce n'est pas le nombre en lui-même. C'est l'écart entre ce nombre et notre capacité à le saisir. C'est l'abîme entre ce que l'univers est et ce que nous pouvons concevoir qu'il soit. Cet abîme, ce gouffre cognitif, est peut-être la caractéristique la plus fondamentale de la condition humaine dans un cosmos aussi vaste. Nous sommes des créatures finies, contemplant l'apparemment infini, des êtres éphémères essayant de comprendre l'éternel, des esprits limités tentant de contenir l'illimité. Et nous échouons. Magnifiquement, noblement, courageusement, mais nous échouons. Mais dans cet échec, il y a quelque chose d'extraordinaire, parce que nous essayons quand même. Aucune autre espèce sur cette planète, dans les 4 milliards d'années d'histoire de la vie terrestre, n'a jamais levé les yeux vers le ciel et demandé combien il y en avait. Aucune autre espèce n'a jamais construit un instrument pour regarder plus loin que ses propres yeux ne le permettaient. Aucune autre espèce n'a jamais ressenti le vertige existentiel que nous ressentons quand nous contemplons l'immensité du cosmos. Ce vertige est uniquement humain. Il est notre signature, notre malédiction et notre gloire. Et quand nous regardons les étoiles, quand nous les comptons, quand nous les mesurons, quand nous les classifions et les cataloguons avec une patience obsessionnelle, nous ne faisons pas que de la science. Nous faisons quelque chose de beaucoup plus profond. Nous cherchons notre place. Nous cherchons à savoir si nous sommes importants, si nous comptons. Si notre existence a un sens dans un univers qui semble fonctionner parfaitement bien sans avoir besoin de nous. Et la réponse que le nombre d'étoiles nous donne est ambiguë, cruelle même. Parce que d'un côté, le nombre suggère que nous sommes insignifiants. Une planète parmi des trillions de trillions. Une espèce parmi potentiellement des milliards. Un instant de conscience dans un océan de temps cosmique. Si la Terre disparaissait demain, absorbée par un trou noir ou vaporisée par un sursaut gamma, l'univers ne s'en apercevrait même pas. Les étoiles continueraient de brûler. Les galaxies continueraient de tourner. Les supernovae continueraient d'exploser. Rien ne changerait. Absolument rien. Mais d'un autre côté, le nombre suggère exactement l'inverse. Parce que nous sommes, pour autant que nous sachions, les seuls êtres dans cet univers de milliards d'étoiles à être conscients de leur existence. Les seuls à poser des questions. Les seuls à chercher des réponses. Les seuls à ressentir du vertige, de l'émerveillement, de la peur, de la curiosité. Si c'est vrai, si nous sommes véritablement seuls dans cette immensité, alors notre insignifiance apparente se transforme en quelque chose de radicalement différent. Nous ne sommes pas insignifiants, nous sommes uniques. Nous sommes le seul endroit de l'univers où l'univers se contemple lui-même. Le seul point dans l'espace et le temps où la matière s'est organisée de façon suffisamment complexe pour se poser la question de sa propre existence. C'est une idée vertigineuse. L'idée que l'univers a mis 13,8 milliards d'années à créer des milliards d'étoiles, a fait exploser des millions de supernovae, a forgé des trillions de tonnes d'éléments lourds, a assemblé des trillions de planètes, et que tout cela, toute cette machinerie cosmique d'une complexité incompréhensible, a convergé vers un seul résultat mesurable. Un primate bipède sur une petite planète rocheuse qui lève les yeux vers le ciel et dit « Je me demande combien il y en a ». Si c'est un accident, c'est le plus extraordinaire des accidents. Si c'est intentionnel, l'intention dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. Et si ce n'est ni l'un ni l'autre, si c'est simplement ce qui se passe quand les lois de la physique fonctionnent pendant suffisamment longtemps avec suffisamment de matière, alors les lois de la physique elles-mêmes sont plus miraculeuses que tout miracle jamais imaginé par aucune religion. Il y a un concept en cosmologie qu'on appelle le principe anthropique.
Dans sa version faible, il dit simplement que les propriétés observées de l'univers doivent être compatibles avec l'existence d'observateurs. Puisque nous sommes là pour les observer, c'est presque tautologique. Mais dans sa version forte, il suggère quelque chose de plus profond. Que l'univers doit avoir les propriétés nécessaires pour produire des observateurs. Que les constantes fondamentales de la physique, la vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle, la charge de l'électron, la masse du proton, sont finement ajustées pour permettre l'existence d'étoiles, de planètes, de chimie complexe et de vie. Et les données soutiennent cette idée d'une façon troublante. Si la force nucléaire forte était légèrement plus faible, ne serait-ce que de 2%, les protons ne pourraient pas se lier aux neutrons. Et aucun élément plus lourd que l'hydrogène n'existerait. Pas d'étoiles, pas de planètes, pas de chimie, pas de vie. Si la force électromagnétique était légèrement plus forte, les étoiles brûleraient trop vite pour que la vie ait le temps d'évoluer. Si la constante cosmologique, l'énergie du vide qui accélère l'expansion de l'univers, était légèrement plus grande, l'univers se serait dilaté si rapidement qu'aucune galaxie, aucune étoile, aucune structure n'aurait jamais pu se former. Si elle était légèrement plus petite ou négative, l'univers se serait effondré sur lui-même bien avant que la première étoile ne s'allume. Les constantes fondamentales semblent réglées avec une précision extraordinaire pour permettre l'existence d'un univers riche en étoiles, en planètes et en possibilités chimiques. Et c'est peut-être pour cela que le nombre d'étoiles est si grand. Pas parce que l'univers avait besoin de milliards d'étoiles, mais parce que les mêmes lois physiques qui rendent les étoiles possibles rendent aussi leur surabondance inévitable. Le nombre d'étoiles n'est pas un choix, c'est une conséquence des propriétés fondamentales de la matière et de l'énergie, des constantes qui gouvernent chaque interaction, chaque force, chaque particule. Et nous sommes une autre conséquence des mêmes lois. Nous ne sommes pas séparés des étoiles. Nous sommes faits des mêmes atomes, gouvernés par les mêmes forces, produits par les mêmes processus. La différence entre une étoile et un être humain n'est pas une différence de nature, c'est une différence d'organisation. Les mêmes atomes de carbone, d'oxygène, d'azote et de fer qui flottent dans une nébuleuse peuvent, avec suffisamment de temps et les bonnes conditions, s'assembler en cellules, en tissus, en organes, en un être capable de penser à la nébuleuse d'où il vient. C'est la boucle la plus extraordinaire de la nature. La matière qui se contemple elle-même, l'univers qui se regarde dans un miroir. Et le miroir, c'est nous. Mais cette boucle a une dimension tragique, parce que le miroir est fragile, incroyablement, désespérément fragile. La civilisation humaine, cette chose unique et précieuse qui nous permet de contempler les étoiles, repose sur des fondations d'une fragilité terrifiante. Un astéroïde de taille suffisante pourrait l'anéantir en quelques heures. Un sursaut gamma suffisamment proche pourrait stériliser la surface de la planète en quelques secondes. Une guerre nucléaire pourrait replonger l'humanité dans un âge sombre dont elle ne se relèverait peut-être jamais. Un effondrement climatique pourrait rendre la planète inhospitalière en quelques générations. La conscience, cette chose miraculeuse que l'univers a mis 13,8 milliards d'années à produire, pourrait disparaître en un instant. Et l'univers ne s'en soucierait pas. Les étoiles continueraient de naître et de mourir. Les galaxies continueraient de tourner. Les supernovas continueraient d'exploser. Les trous noirs continueraient d'avaler la lumière. Le cosmos fonctionnerait exactement comme il fonctionne aujourd'hui. À cette différence près que personne ne serait là pour le regarder. Personne pour compter les étoiles. Personne pour s'émerveiller de leur nombre. Personne pour ressentir le vertige de l'immensité. Et le nombre d'étoiles, ce nombre vertigineux que nous avons exploré ce soir, continuerait d'exister. Mais il n'aurait plus de sens. Parce qu'un nombre n'a de sens que s'il y a quelqu'un pour le concevoir. L'univers sans observateur n'est pas grand, ni petit, ni ancien, ni jeune, ni beau, ni terrible. Il est simplement, sans qualification, sans jugement, sans signification. C'est nous qui apportons la signification. C'est notre regard qui transforme un amas de gaz incandescent en une étoile. C'est notre esprit qui transforme un photon frappant une rétine en un point de lumière dans un ciel nocturne. C'est notre conscience qui transforme un nombre de 23 chiffres en un vertige existentiel. Sans nous, l'univers serait un spectacle sans spectateur. Un feu d'artifice dans un désert vide,
une symphonie jouée dans une salle où personne n'écoute. Et c'est peut-être là la vérité la plus profonde que le nombre d'étoiles puisse nous enseigner. Pas que nous sommes petits, pas que nous sommes insignifiants, pas que nous sommes seuls, mais que nous sommes nécessaires. Pas nécessaires à l'univers, qui fonctionne très bien sans nous, mais nécessaires à la signification de l'univers. Sans nous, ou sans quelqu'un comme nous, quelque part, l'univers serait un fait brut. Avec nous, il devient une question. Et les questions sont infiniment plus intéressantes que les faits. Alors, regardons une dernière fois les chiffres. 200 milliards d'étoiles. Peut-être 10 fois plus, peut-être 100 fois plus. Le chiffre exact n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est ce que ce chiffre fait à l'intérieur de nous quand nous le contemplons. Le sentiment de petitesse, le sentiment de grandeur, le sentiment d'émerveillement mêlé de terreur. Le sentiment que nous sommes à la fois rien et tout, insignifiant et essentiel, éphémère et éternel dans notre quête de compréhension. Chaque étoile que tu vois ce soir dans le ciel, si tu prends le temps de lever les yeux, est un soleil avec ses planètes, ses mystères, ses possibilités. Et pour chaque étoile que tu vois, il y en a des milliards que tu ne vois pas. Des étoiles trop lointaines, trop faibles, trop anciennes, trop mortes pour que leur lumière atteigne tes yeux. Mais elles sont là, ou elles ont été là, ou elles seront là. Le passé, le présent et le futur de l'univers sont remplis d'étoiles, d'un bord à l'autre, d'un horizon à l'autre, du commencement à la fin. Et entre ces étoiles, le vide. Un vide immense, glacial, silencieux. Un vide qui contient peut-être des réponses que nous n'avons pas encore trouvées. Des réponses à des questions que nous n'avons pas encore posées. Des réponses qui attendent, patiemment, dans l'obscurité entre les étoiles, que quelqu'un vienne les chercher. Nous sommes ce quelqu'un, du moins pour l'instant. L'avenir de l'univers est écrit dans les étoiles, littéralement. Dans environ 100 000 milliards d'années, la dernière étoile s'éteindra. Les réserves d'hydrogène seront épuisées. Plus aucun nuage moléculaire ne s'effondrera pour former de nouvelles étoiles. Les naines rouges, ces petites flammes tenaces qui ont brûlé pendant des milliers de milliards d'années, se refroidiront enfin, devenant des naines noires, des cadavres stellaires froids et invisibles, dérivant dans un univers en expansion perpétuelle. L'obscurité sera totale. Plus une seule étoile ne brillera nulle part dans l'univers. Plus un seul photon stellaire ne sera émis. Le cosmos sera plongé dans une nuit éternelle, peuplé seulement de cadavres, de trous noirs et de particules éparses dérivant dans un vide de plus en plus dilué. C'est le destin thermodynamique de l'univers. La mort thermique, l'état d'entropie maximale où plus aucune énergie utilisable n'existe, où plus aucun processus complexe ne peut se produire, où plus aucune étoile ne peut naître, où plus aucune vie ne peut exister. C'est le silence final, le silence absolu, le silence après lequel il n'y aura plus jamais de bruit. Et face à ce destin, face à cette certitude que tout ce que nous voyons dans le ciel nocturne est temporaire, que chaque étoile est une bougie qui se consume, que l'univers lui-même est en train de mourir lentement, inexorablement, irréversiblement, quelle est la réponse appropriée? Je pense que c'est l'émerveillement, pas la résignation, pas le désespoir, pas l'indifférence, l'émerveillement, parce que nous sommes ici, maintenant, à un moment précis de l'histoire cosmique où les étoiles brillent encore, où la complexité est possible, où la conscience existe. Nous sommes dans la fenêtre entre le Big Bang et la mort thermique, la fenêtre où l'univers est vivant, dynamique, lumineux. Et cette fenêtre, bien qu'elle dure des milliards d'années, est infiniment brève comparée à l'éternité d'obscurité qui la précède et qui la suivra. Nous sommes les témoins d'un instant, un instant cosmique de lumière dans une éternité de nuit. Et le nombre d'étoiles, ce nombre que nous avons exploré ce soir, est la mesure de la splendeur de cet instant. 200 milliards de flammes brûlant dans le noir. 200 milliards de preuves que l'univers, pendant un bref moment de son existence éternelle, a choisi de briller. Et nous sommes là pour le voir. C'est peut-être suffisant. C'est peut-être tout ce que nous pouvons demander. Être là, lever les yeux, voir les étoiles, les compter, même si le compte est impossible. Les comprendre,
même si la compréhension est hors de portée. Les contempler, même si la contemplation nous laisse plus perdus qu'avant. Le nombre d'étoiles dans l'univers est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Plus grand que tout ce que n'importe qui peut imaginer. Et il continue de grandir avec chaque nouvelle observation, chaque nouveau télescope, chaque nouvelle découverte. Mais le nombre lui-même n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début. Le début d'une question que l'humanité ne cessera jamais de poser. Aussi longtemps qu'il y aura des yeux pour regarder le ciel et des esprits pour s'interroger sur ce qu'ils voient. Ce soir, quand tu fermeras les yeux, pense aux étoiles. Pas aux 5000 que tu peux voir, aux milliards de milliards de milliards que tu ne peux pas voir. Pense à leur lumière qui voyage en ce moment même à travers le vide, depuis des endroits si lointains que leur nom n'existe pas, vers des destinations qu'elles n'atteindront peut-être jamais. Pense au fait que chacune d'elles est un soleil, avec ses mondes, ses histoires, ses mystères. Pense au silence qui les entoure, et pense au fait extraordinaire, presque miraculeux, que tu es capable de penser à tout cela. L'univers t'a donné la capacité de le contempler. C'est le cadeau le plus étrange et le plus magnifique qu'il pouvait faire. Un cadeau que personne n'a demandé, que personne ne mérite et que personne ne comprend. Utilise-le bien. La prochaine fois que tu regarderas le ciel nocturne, tu ne verras plus la même chose. Tu ne verras plus des points de lumière dispersés sur un fond noir. Tu verras les survivants visibles d'un océan d'étoiles invisibles. Tu verras les témoins d'un univers en combustion permanente. Tu verras les flammes d'un feu cosmique qui brûle depuis 13,8 milliards d'années et qui s'éteindra dans des milliers de milliards d'années. Et tu sauras, au fond de toi, que chacune de ces flammes est un miracle de physique, un accident de gravité, un monument éphémère dans un désert d'éternité. Et peut-être, juste peut-être, tu entendras dans le silence entre les étoiles non pas le vide, mais une invitation. Une invitation à chercher, à comprendre, à te poser des questions auxquelles tu ne trouveras peut-être jamais de réponse. Parce que ce sont les questions sans réponse qui nous font avancer. Ce sont les mystères insolubles qui nous poussent à construire des télescopes plus grands, à regarder plus loin, à penser plus profondément. C'est l'inconnu qui donne sa saveur au connu. Le nombre d'étoiles dans l'univers est un mystère que nous ne résoudrons probablement jamais complètement. Un mystère qui grandit chaque fois que nous croyons nous en approcher. Mais c'est un mystère qui vaut la peine d'être poursuivi. Parce qu'en le poursuivant, nous apprenons quelque chose, non pas sur les étoiles, mais sur nous-mêmes, sur notre place dans le cosmos, sur notre capacité d'émerveillement, dans le vide. Mais nous dans le vide. Mais nous nous soucions d'elles. Nous les nommons, nous les mesurons, nous les comptons. Nous les pleurons quand elles meurent. Nous nous émerveillons quand elles naissent. Nous construisons toute notre compréhension de l'univers autour d'elles. Et dans cet acte de se soucier de quelque chose qui ne se soucie pas de nous, il y a quelque chose de profondément, irréductiblement humain. Quelque chose qui peut-être justifie notre existence dans un univers qui n'avait aucune obligation de nous créer. Alors lève les yeux, regarde, compte si tu peux, et laisse le silence entre les étoiles te parler. Il a beaucoup à dire.